Salut, c'est Auric, sur la chaîne Utopia Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso avec au programme pour ce soir ou pour cette vidéo un nouvel épisode sur point collection, point sur ma collection. Et oui, c'est pas fini, c'est pas parce que j'ai fini les archétypes que j'ai vraiment fini de présenter toute la collection que je possède. Il reste encore quelques épisodes en tout cas. Mais c'est à peu près normal, donc je rappelle en résumé, j'avais commencé avec tous les archétypes kawaii féminins. Ensuite j'ai enchaîné avec les archétypes de manière globale et générale, sauf que à part les fifi et kawaii, il existe d'autres cas particuliers. Sachant que là ce que vous allez voir c'est un cas particulier dans un cas particulier, c'est-à-dire ça va être des archétypes classiques exceptionnellement. Mais vous allez voir, surtout pour ceux qui me connaissent et qui me suivent à la boutique, que ce classeur, ça va leur faire très très mal. Hein. Je précise, ça se voit d'ailleurs, voilà, il y a le Wastebot qui s'active. Il n'y a actuellement personne, il n'y a pas Mercure, il n'y a pas Doc ce soir. Ils auraient eu mal hein, s'ils auraient vu le live, peut-être intervenir en plein live, faire un petit coucou, etc. Mais non, il n'y a personne de la team, etc. Et c'est peut-être pas plus mal finalement parce que ils vont être pas très contents de voir ce que je vais présenter là. Donc il n'y aura pas de mise à jour des autres archétypes parce qu'il reste encore des archétypes que j'ai pas encore assez complété pour présenter. Par ailleurs, il y a eu une vidéo qui a été postée il n'y a pas très longtemps là par rapport à mon live de ce soir. C'était la veille, mais pour vous c'était le vendredi avant cette vidéo. Comme quoi Mercure m'avait cédé sa collection. Donc c'est en cours de tri, c'est en cours de rangement. Il y a plein d'archétypes qui ont été mis à jour, etc. Mais j'ai pas fini de faire tout le tri, donc je vais me contenter juste de ce classeur et pas d'un classeur avec les archétypes et les nouveaux archétypes que j'ai pu mettre, etc., etc. Et d'ailleurs, vous aurez la mise à jour de mon tableau bientôt. Il va falloir compter quelques semaines en attendant, parce que là, le tableau n'est pas à jour. Il y a les Vaillants Tacticiens, je crois que c'est comme ça s'appelle, qui était sorti, dont j'avais fait l'opening la semaine dernière et je l'ai pas encore mis sur le Discord, donc j'ai fini d'abord le tri pour tenir une promesse à Mercure de savoir comment sa collection a pu bien gonfler la mienne avec la différentielle d'où j'en suis dans ma collection, et après j'enchaîne tout de suite à rajouter l'archétype en question, enfin l'extension en question, sachant qu'il va bientôt y avoir une nouvelle extension en décembre, deck de structure. C'est une petite sortie pour décembre après les grosses sorties qu'il y a eu et le budget s'en est pris un sacré coup. Donc ça va me faire du bien en décembre de pas faire de gros openings. Je crois même que le deck de structure, je vais peut-être pas faire de vidéo dessus. En attendant, vous avez encore pas mal de choses. Là aujourd'hui ce sera point collection, donc les archétypes. Donc c'est des archétypes qui sont jouables, mais disons que c'est sentimental ce classeur. Hein. Vous voyez que c'est pas les classeurs qu'on a d'habitude. D'habitude c'est des Ultimate Guardian. Là c'est des Ultra Pro pour dire que c'est quand même des classeurs qui s'en est pris plein la gueule. D'ailleurs je trouve de plus piètre qualité que les Ultimate Guard. Plus petits aussi. C'est pour ça que ces classeurs là, si je peux les remplacer par des Ultimate Guard, il n'y a aucun souci. Parce que franchement ils s'abîment trop facilement, etc. J'aime pas trop Ultra Pro. C'est vraiment de la bas de gamme en fait pour ce que c'est. Ultimate Guard c'est la qualité normal, j'ai envie de dire, pour la collection, et pour les joueurs, etc. Je recommande surtout au niveau des sleeves, des Dragon Shield. Voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà, les Ultra Pro, j'ai jamais aimé. De toute façon, le peu d'Ultra Pro que j'ai acheté, ça a toujours été complètement moisi, détruit à la fin. Donc voilà, même les classeurs. La seule chose qui est quand même de qualité, et encore, ça prend la poussière rapidement, etc. Mais ça reste correct pour ce que c'est les pages de classeurs justement. Mais bon, je vais finir cette parenthèse. On va s'attaquer justement à ce classeur. Donc petit contexte aussi, comme j'ai dit, sentimental, c'est que vous savez, je suis un joueur, enfin j'étais, on va dire, un joueur ultra actif, surtout dans les périodes 2018-2019. Et donc j'ai enchaîné quand même pas mal de decks, même si j'étais un joueur dans les tout débuts. Pas un joueur compétitif, j'ai été vraiment compétitif sur le format Link, et disons que de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Le nouveau format, la MR5, je l'ai particulièrement détesté. Hein, j'ai toujours eu des coups de gueule, j'ai souvent dit à la boutique, hein, ça ils le savent, etc. Yoshdoc, t'es arrivé juste à temps toi.
Et pour en revenir, voilà, le MR5 j'ai tellement détesté avec des power-ups qui ont tellement été abusés, etc., que ça m'a complètement écuré du jeu. Et je suis pas le seul, on est plus très nombreux à être actifs, même si j'étais un des premiers à être plus très actif sur le jeu par rapport à tous les amis qui ont joué, qui toutes les semaines au niveau de la boutique, etc. Mais je vois que les uns après les autres, tous nos amis sont en train de partir. Récemment, bah, Mercure qui me lègue sa collection, c'est parce que lui aussi, il arrête en tant que joueur actif, mais il a gardé quand même un deck de côté. David Mitri, c'est pareil, quand il a l'occasion de vouloir jouer vraiment pour le fun, maintenant il n'est plus en mode tournoi. Il a encore quelques decks, hein, il a pas, parce que lui aussi m'avait cédé une grande partie de sa collection, mais j'ai pas pu faire la vidéo dessus, comparé à celui de Mercure. Et bah moi, de mon côté, j'ai plus de decks très actifs, je les ai complètement détruits. Et c'est justement ce classeur qui a toujours regroupé jusqu'à aujourd'hui tous les archétypes. Donc soit je jouais les cartes en staple, soit l'archétype complet. Et du coup, ben, ça donnait lieu avec des archétypes qui avaient des trous. Et tous les trous, ben, en fait, je les avais mis avec des sleeves noirs pour dire que j'ai la carte, mais je la joue. Donc maintenant c'est terminé. Je suis parti sur la politique de quand je joue qu'avec 2 exemplaires d'une carte et la troisième sera toujours dans le classeur, on va dire quasiment scellé jusqu'à ce qu'une rareté supérieure vienne prendre sa place. Donc voilà, tous mes decks sont actuellement détruits, donc certains ça devrait aller, mais il y en a d'autres, je pense qu'au sein de ma commu ça risque de gueuler. Justement, on va faire un petit tour de ce que je jouais au cours de ma vie. Ils ont pas tous un niveau staple, etc. Par contre, les archétypes que j'ai joués, je vais revérifier parce que là, ça fait un moment que j'ai pas touché à ce classeur depuis que j'ai. Quoique j'y ai touché aujourd'hui juste pour ajouter une carte et cette fois c'est bon, elle est enfermée dans son classeur et ça va faire chier aussi. Moi-même, hein, je me fais chier tout seul aussi. Mais bon, comme je suis plus très actif en tournoi, bah, quand je joue en tournoi, c'est avec des decks non complets, avec 2 exemplaires d'une carte, ou en un exemplaire si j'ai que 2 exemplaires de la carte, ou pas du tout d'exemplaires si j'en ai qu'une, puisque elle sera dans le classeur. Hein. Priorité au classeur maintenant, et après, si j'ai des doublons, ben, je les joue. Et si j'ai le playset complet, ben, vous me verrez jouer 2 cartes si une d'entre elles se trouve dans les classeurs. Il y a de moins en moins de cartes, malheureusement, qui sont jouables en playset. Le seul cas particulier, c'est les yokai que j'avais présenté chez les Fifi, et une autre catégorie que je vais vous cacher pour l'instant, parce que oui, il existe encore d'autres cas particuliers, mais là, donc ce soir, pour le point collection, les decks que j'ai joués, ou du moins certaines cartes pour support, donc staple. Allez, c'est parti, toujours par ordre alphabétique et par ordre classeur. Je les ai rangés d'abord catégorie Fifi, Kawaii, et après les archétypes par ordre alphabétique de base. Allez, c'est parti. Et on va commencer par un archétype qui va faire marrer tout le monde, bah oui, parce que je l'ai joué. Hein. Je l'ai joué en tant que support. Évidemment, je vais quand même raconter, alors je sais pas pourquoi la cam me fait ça, elle passe en mode éclairage vert-violet, je suis vraiment désolé. Ça doit être le retour ou la transparence. J'espère juste que ça va pas alterner tout ça. Alors on va commencer avec, je savais pas si je les avais présentés, j'ai vérifié la vidéo sur les Fifi Kawaii, mais je crois que je l'avais pas montré cet archétype parce que j'ai joué un petit peu. C'est les Sky Strikers, et donc évidemment chaque archétype que je vais présenter, je vais raconter un peu ma life hein, en tant que joueur de l'archétype. Alors celui-là c'est vraiment assez spécial, le Sky Striker. Vous m'avez vu le jouer, alors que ce soit à la boutique, mais il y a aussi les Utopia Live et les OTK Live, et aussi récemment Master Duel. Donc c'est vraiment ces archétypes que vous allez voir. Donc si vous voulez regarder sur ma chaîne perso tous les tournois dans lesquels j'ai joué, notamment il y a un Sky Striker que j'ai joué, mais en support, pas en deck principal, je vais raconter à peu près pourquoi. Donc les Sky Strikers qui ont des supports et qui vont en avoir d'autres bientôt. Hein. On est sur l'extension les Vaillants Tacticiens si je ne me trompe pas. Avec les Centurions, tout ça, hein. Je sais pas si c'est vraiment le nom exact, hein. J'ai tout jeté à la poubelle, donc je sais plus les noms d'archétypes, à chaque fois je les confonds. Donc, et donc on en est justement là où les derniers supports c'était les Sages de la Bienveillance et une Link 2 qui est sortie, mais il y a une autre Link 2 qui va sortir, il y a un artwork alternatif qui va sortir hein, pour parler de l'archétype. Je vais aussi montrer mon tableau pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais c'est en live. Hein. Donc Assaut de l'air en français. Donc présentation de l'archétype, on rappelle, c'est des Fifi. Il y en avait une, il y en a, c'est monté à 2.
C'est l'archétype qui a fait tourner ce qu'on appellera plus tard l'Eternal Format. C'est autour de ce deck que la méta a dû s'adapter. Parce qu'au début c'était avec les Gookies, etc. Pour ceux qui connaissaient. Donc c'est l'ère de l'Eternal Format, tout ça. Évidemment, les Zeki n'existaient pas à l'époque. La Lazea. Alors, petite arnaque de la Lazea. Quand j'ai dit que j'étais en train de faire le tri de la collection de Mercure, ben, cette Lazea, c'est celle de Mercure. J'en avais une, mais elle était en anglaise, donc je l'ai remplacée par la française. Et l'anglaise, ben, ça me fait un doublon. Et il va y avoir beaucoup de remerciements Mercure aussi, parce que normalement j'avais déjà tout. Hein. La Kagari, par exemple, il faudrait que je la change. Je sais même pas s'il l'a en gold français. En tout cas, voilà, là moi je l'ai en gold en anglais, l'artwork alternative. Je l'ai même en ultra en français. J'ai les deux filles, notamment en Prisma, si vous faites attention. J'ai l'assaut chirurgical, il y a un nouveau support link assaut chirurgical qui va tomber. Une petite fierté personnelle, c'est d'être tombé sur la Kaina en ultimate, avec les autres qui sont en ultra. Je pense que c'est la seule. Mais celle qui m'a posé le plus de problèmes, c'est la Kagari normale. Parce que la Kagari, elle tombait vraiment très peu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir ne serait-ce qu'une Kagari, alors que j'avais chopé mes 3 raillés, j'avais chopé beaucoup de trucs. Hein. C'est-à-dire que le deck, j'aurais pu jouer si j'avais eu la Kagari depuis longtemps. Donc voilà pour les monstres, on a aussi les MP, donc beaucoup de magie, il n'y a pas de piège dans l'archétype. Pour en parler, petite parenthèse, Omni TCG, ce sera plus tard. Avec la première carte qui a été touchée par la banliste ici. L'anglais, je la garde, Doc. C'est pas la peine. Parce que je laisse celle-là dans le classeur, crois bien que j'en garde une. J'en garderai même 2. Donc le drone frelon qui était limité à 1, mais c'était à cause des Trickstars à l'époque. Les encres, c'est une des rares cartes où il m'a fallu beaucoup de temps aussi pour les avoir. Sinon, j'avais à peu près tout le reste. La base, l'assaut de l'air, bon, ça c'est dans les batailles des légendes 3 et dans la boutique, c'était des displays buggés avec les textes qui étaient parfois même qui mordaient cette partie-là. J'ai une version de ça avec le texte pas dans le cadre, bien en dessous. Donc c'est défaut de fabrication. Bon, tout est en secret, tout est magnifique. Hein. Avec les 2 engages, à commencer par celle-là. Donc ça c'est la première version. Et plus récemment, j'ai eu la chance, et je l'avais ouvert, rappelez-vous. À l'attaque. C'est pour ça qu'elle est maintenant limitée à 2, c'est pour pouvoir jouer les 2 artworks, et ça je trouve ça plutôt sympa. Même si c'est la carte qui pose le plus de problèmes pour Davimitrid. C'est l'archétype, voilà, moi je déteste tout ce qui est magie musquée et monarque. Je sais que Davimitrid adore particulièrement ce deck, qui lui a fait écurer l'Eternal Format. C'est le premier... c'est le coup de gueule de Davimitrid, c'est une des raisons pour laquelle il a détesté ce format et qu'il va détester les duos plus tard. Et petite subtilité Omni TCG, les flèches rouges. Alors qu'il y a le spoil à côté, j'essaye de le cacher le plus possible. Et oui, ça c'est pas une carte de l'archétype et pourtant c'est bien Rose qui est derrière. Donc pour l'artwork, je l'ai rajouté dans l'archétype. Alors mon histoire avec les Sky Strikers, c'est très simple, c'est que je l'ai joué une fois en boutique, mais j'ai complètement pourri le tournoi. À partir de l'instant où j'ai pourri le tournoi local, je m'étais fait une promesse et aujourd'hui j'ai toujours tenu. Si je venais à rejouer cet archétype, ce sera jamais pur. Interdiction, je me suis auto-interdit de la jouer pure parce que j'ai vraiment le tournoi, j'ai fait des draws contre tous les joueurs qui étaient les favoris et le classement final était complètement chamboulé, on va dire. J'ai saboté le tournoi en gros à cause de ces Sky Strikers. Donc à chaque fois que vous voyez plus tard jouer l'archétype, déjà ce sera 2 artworks. Ah, sauf parce que comme il y a les artworks alternatifs, je peux la jouer de plus en plus complète. Hein. Il va y avoir des nouveaux... Par exemple, Engage, je peux la jouer full power, puisqu'il y a Engage avec l'artwork alternatif. C'est le cas particulier. Donc voilà, oui, on m'avait prêté la première fois, c'est vrai aussi. Parce que j'avais pas tout, mais il me manquait pas grand chose en vrai. Il me manquait les encres et les Kagari. C'était surtout ça qui me faisait chier. Et voilà, j'avais saboté le tournoi. Et maintenant, quand j'ai joué cet archétype à partir du lore, c'était jamais Only Sky Striker. Il y avait toujours un autre archétype qui était là. Et lui servait de support où c'était la version la plus hard. Et il y avait toujours un support derrière. Notamment un OTK live dans lequel je l'ai joué avec Orcustre. C'était rigolo à jouer quand même. Parce que tu faisais n'importe quoi, ça marchait.
Je comprenais pas. Donc voilà pour ce qui est des Sky Strikers. Après, je n'ai pas vraiment joué en mode tryhard, mais on l'a souvent vu jouer, surtout pour le CDF 2019. C'était entraîné à la boutique. D'ailleurs, un petit big up à Antoine Ladan qui a battu Samir en 2019. Il y a la rediff du top 64. Ouais, c'est à peu près. Non, 128, je sais plus. 128, je crois. C'était top 128. C'est le premier match que vous voyez lors de la rediff du CDF 2019. Antoine Ladan, big up. Et Guillaume Marron aussi, je fais aussi un big up parce que à l'époque il venait souvent à la boutique et il jouait Sky Striker, c'était le deck qu'il a tryhard, donc on revoit d'ailleurs dans les lives de Zulu. Alors, un archétype qui est sorti récemment, et là il y a quand même des choses à dire, et oui. Les Chevaliers Floraux, un archétype qui est sorti dans deux listes légendaires qui mélangeaient les vitesses Ruides et les Lyridus, qui est cet archétype qui était tout frais. Et ce qui est intéressant, c'est que les noms sont des noms plus ou moins français, hein, des fleurs. Tu vois les noms en français. Je me dis garçon, on peut dire. Ouais. Et donc, l'histoire, c'est elle, évidemment. Chevalier Floral, Staple. La fameuse baronne de fleurs que je peux vous montrer, hein, que j'ai ouvert en live, mais dans une extension qu'on s'attend le moins à ouvrir. Cette baronne m'a coûté cher, mais elle me coûte cher, mais maintenant elle est dans son classeur, donc je recherche une baronne, je ne peux plus la jouer. Elle est scellée dans son classeur jusqu'à la rareté supérieure, c'est pour ça que cette putain de baronne, est-ce que je recherche encore une deuxième pour pouvoir jouer avec. Et c'est pas la version de liste légendaire. Faut savoir, de liste légendaire, j'avais ouvert, j'ai perdu les comptes, je crois, entre 12 et 14 displays. Donc j'aurais pu m'acheter 4 baronnes à l'unité. J'ai eu une flopée, ouais, je m'en fous qu'elles sont super en vrai. Je sais que tu as récupéré celle de Mercure juste avant qu'il m'a légué sa collection. Enculé. Tu vois, juste à temps, hein, j'aurais pu la récupérer, juste à temps. Donc voilà, donc c'est l'anecdote, hein. Tout le monde le connaît, tout le monde peut témoigner à la boutique que j'avais ouvert entre 12 et 14 displays de liste légendaire. J'ai ouvert la Ghost, ouais, le dragon synchro de cristal, là, la synchro 10, en Ghost, à la dernière display en plus, qui coûtait 30 balles et la baronne elle coûtait 100 balles et t'avais plus de chances de l'avoir. Donc ensuite, il y a eu celui du labyrinthe, donc c'est celui où vous voyez dans les intros pour ceux qui suivent ma chaîne perso, donc c'est celle que j'ai ouvert, le fameux labyrinthe millénaire si je ne me trompe pas. Et puis je me dis, bon, il y a la collection les raretés 25e, regardez les vidéos, par dizaines j'ai regardé les vidéos, pas un seul a raté la baronne. J'en ouvre 2 et je suis le seul à avoir ouvert 2 displays d'affilée sans avoir ouvert cette connasse qui me casse les couilles. Et actuellement, c'est elle qui a le record de la carte la plus attendue. Même si celle de labyrinthe a sauvé les meubles, parce que sinon celle qui a le record que j'ai jamais eu mais qu'on a dû me filer avant que j'en ouvre, c'était dans le classement, hein. En troisième position c'était H Blossom parce qu'il y avait Emma CR, elle voulait pas tomber. Il y avait une deuxième extension en ultra, elle voulait pas tomber chez moi. Et après elle était disponible avec deck de structure, etc. Donc j'ai commencé avec des H Blossom vraiment dégueulasses. Et en deuxième position c'est Fantôme du défunt et Fraîcheur lunaire, ce que je surnomme la lapine. Que ce soit son artwork normal ou son artwork alternative, jusqu'à la Teambox où elle est disponible en super rare, je n'avais quasiment pas ouvert. Elle avait été éditée, je crois, en secret. 2 displays, je l'ai raté. C'est le Dingirsu non plus. En secret, je l'ai pas eu dans cette extension. J'ai eu les access codes, c'était cette extension-là. Vraiment pas de cul, hein. Je chope la carte la plus chère en plus, c'était l'access code qui est encore, ça va, elle est bien cotée maintenant. J'en ouvre 2 d'affilée sur les 2 displays, mais j'ouvre pas la fantôme du défunt ni le Dingirsu. Il y a eu une deuxième possibilité avec les Teambox, j'en ouvre 12, j'en ai ouvert aucune en ultra, on a dû me l'affiler, merci Doc. Et l'artwork alternative qui était dans le Max Gold, eh ben, j'ai ni ouvert elle en normal, ni sa version artwork alternative, on a dû me l'affiler aussi. Et quand je dis filer, c'est par échange cette fois. Donc voilà. Après, elle a été à nouveau disponible en super. Et c'est bon, j'ai plus que mon PC. Mais la baronne, ouais, c'est 14 displays, plus les 2 displays 25e, plus un display, parce que j'en ai ouvert 2, mais c'est dans les premiers boosters.
de labyrinthe où j'en ai eu qu'une seule en ultra. Donc imaginez le record à battre. C'est à peu près tout. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire. Pour les Sky Strikers, tout à l'heure, il y avait 29 cartes référencées, mais il va y avoir des nouveaux supports. Elle est à jour. Et pour les Chevaliers Floral, 7 cartes référencées et elle est à jour. Archétype que j'ai joué récemment en support avec un autre archétype qu'on verra tout à l'heure. La fameuse Diva des Profondeurs. Je crois que je les ai appelés des Profondeurs, si je ne me trompe pas. On pensait pas que c'était un archétype. Alors je suis très fier de cette Diva qui est en Ultra Horizontal Foil, comme ça que je l'appelle. C'était la nouvelle version des Ultras qui est sortie que dans une seule extension. Je sais plus laquelle, je suis désolé. Mais j'ai fini par trouver un moyen de la jouer en tant que support, donc deck support. Normalement il y a 8 cartes, c'est ça, ouais. Ça doit être 2 profondeurs. Ou... Je vais vérifier. De l'incroyable de nouvelles. Des profondeurs. 8 cartes, elle est à jour. Et normalement je joue avec Yamata Kuruchi, qui fait pas partie des archétypes, donc on la verra pas. Il y a les guitaristes, je crois que ça fait partie d'un autre archétype, mais je peux peut-être la coupler avec la diva, parce que comme c'est une chanteuse, je pourrais rajouter des instruments de musique et tout. Mais ce que j'ai surtout joué, c'est la diva et son synchro ici, pour passer à du synchro 10. La baronne qu'on a vu précédemment, voilà pourquoi elle est là. Et je vous montrerai l'autre archétype dans lequel j'ai joué, celle avec le diva des profondeurs. Ça c'est rigolo et assez fun, parce que je commençais à en avoir marre, et du coup j'ai décidé de troller en faisant des combos what the fuck. Ça m'avait permis dans l'autre deck de jouer justement avec des Aegirine, vu que c'est des synthoniseurs hauts, et de la baronne, et plus encore. Donc voilà pour cet archétype. Alors évidemment, bon, ça c'est... Ça, Doc, il peut que le connaître, hein, vu qu'il est là. Les fameuses Fifilles et les de niveau 1. Les Lyrilusques. La Lyrilusque que j'ai joué dans les tout débuts. Hein. Pas dès qu'elle était sortie, mais peu de temps après, j'ai regroupé l'archétype. Donc c'était d'abord ces trois-là. Qui étaient dans MACR justement, quand je cherchais... à chaque fois que je cherche une carte, c'est très simple. Il y avait du Lyrilusque à côté, je complétais les playsets. Donc il n'y a que ce coup d'oiseau que j'ai pas eu aujourd'hui. Mais sinon, voilà, donc conséquence, bah, je peux jouer l'archétype complet. Donc avant, il n'y avait que Rossignol, les trois filles, plus la fusion que je jouais avec fusion instant, évidemment. C'était sympa, mais pour 1000 PV, voilà, tu avais un niveau 1 et tu pouvais faire l'Exis Rossignol à son B. J'ai beaucoup joué avec la version pouvoir des gardiens, épée et évolution instable, je crois, je sais plus le nom, qui transforme l'attaque d'origine d'un monstre en 1000 points d'attaque. Et en fonction des PV, donc plus 1000 quand tu as plus de PV que l'adversaire, et 2004 si tu as moins de PV que l'adversaire. Donc le but c'était voilà, de faire de la fusion instant pour pouvoir jouer derrière là-dessus. Mais sinon, pouvoir des gardiens, 4 attaches et c'était fini quoi. Donc après tu avais tous les supports qui allaient, donc le 1 pour 1, le ouf et tu, enfin voilà, tous ces genres de supports. Après bah, il y a eu tout le boost avec l'appel d'oiseau, avec les nouvelles Fifi là-haut qui sont sympas aussi. De côté défensif, parce que c'était un deck T2 et non pas un deck enfin T0 ou T1. Je vais dire T0 pour dire que c'est le premier tour, et le T1 c'est le tour adverse qui commence à attaquer. Voilà, vous êtes prévenus. Donc Lyrilusque qui pour moi était généralement T1 était devenu un T0. Donc la tour de mise en place grâce à ces deux-là. Parce que sinon ces deux-là, ben, c'était impossible, c'était de faire le combo et de tout défoncer. Et du coup je l'ai enchaîné, hein. J'ai fait la version pure, donc avec pouvoir des gardiens, etc. Après je l'ai couplé avec des numérones, parce que c'est rigolo, c'est des niveaux 1, ça permet de sortir un petit portail de numéro 1 et puis de faire C1. Mais sinon tu avais réseau numérone pour one-shot l'adversaire s'il arrivait à gérer tes oiseaux, puisque généralement c'était des negate détruit, du coup tu n'avais plus de board et du coup tu pouvais refaire un board pour OTK. Donc c'était elle la première ligne, et après ben, il y avait l'OTK derrière si l'adversaire gérait un peu trop ton board. Donc il devait faire extrêmement attention. Donc heureusement il y avait une saloperie de carte qui s'appelle Infinity Imperm qui m'empêchait de faire ce genre de coup de pute. Ouais, des cartes de merde. Des cartes qui donnent plus envie de jouer quoi, il n'y a pas de fun. Donc voilà, donc la deuxième vague, bon bah comme j'ai cherché Baronne, j'ai fait tout x3. J'en avais même trop donné, j'ai dû en récupérer maintenant. Il faut que je les récupère, elles sont dans les boîtes encore. Il faut que
Eh oui, je commence à manquer, j'en avais plus qu'une tellement j'en avais donné, j'en avais 9. J'en ai donné 8. Donc j'en ai récupéré 2 dans la collection de Mercure, merci Mercure. Et coup d'oiseau, j'en ai qu'une. Sauf que j'ai vu que Mercure en avait 2 autres, merci Mercure. Donc du coup voilà, j'aurai tous les plays 7x3 et du coup l'Irilus c'est 14 cartes actuellement. Parce que ils étaient sortis en même temps que les sorcières vents qui étaient 2 archétypes qui faisaient partie de la série Arc 5. Et les sorcières vents avaient eu leur support mais pas les Lyrillus. Ça a donné un petit peu de coup de gueule et merci Konami d'avoir donné des supports pour ces fifilles. Voilà voilou. Et deck que j'utilisais, deck troll avec des Linkuriboh. Hein donc faut pas que j'oublie hein. Alors un archétype que je jouais qui date un peu plus longtemps, hein. C'est vraiment le tout début de... J'avais présenté les Sky Strikers, ben ça c'est un des archétypes que je jouais au moment où les Sky Strikers étaient sortis, étaient full power. Lair of Darkness, on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de cartes et pourtant vous pouvez voir qu'il y a juste une seule page. Quand les pages sont comme ça, c'est que je sais qu'il y a 9 cartes ou moins. Donc là, le Entre des Ténèbres, hein, la version française dans mon tableau. Donc le Lair of Darkness. Que j'ai pas joué il y a si longtemps que ça en vrai. Enfin, que j'ai pas joué si longtemps que ça en vrai. Et c'est dommage parce que les nouveaux supports étaient sympas, mais trop tard. Donc Lair of Darkness, 9 cartes actuellement. Avec justement Arima qui va chercher le terrain, tout tourne autour du terrain. J'hésite encore à rajouter aussi une carte qui permet d'invoquer spell et tokens. Je vais vérifier si les tokens correspondent bien au même token que Lair of Darkness. On s'attend pas du tout à ce qu'il y avait une carte promo qui s'appelle Tlakalel. Et oui, c'est lui, on le voit par rapport aux auras qui ressemblent vraiment. C'est vraiment un des cartes du Lair of Darkness. Ça, on ne le voyait pas très bien. Le Arima, le Duc Shale aussi. Qui fait partie de l'archétype en vrai. Même si c'est l'un des plus compliqués à deviner. Le Diabolus évidemment, puisque ça joue sur les sacrifices adverses, etc. Et on la voit sur l'artwork, Lair of Darkness. Évidemment, toutes les fifis, donc les dames de lamentation, qui commençaient seulement avec Lilith. C'était la seule qui était dans le deck de structure. Et qui était, c'est la mécanisme. Hein, quand on jouait T0, c'est elle qu'il fallait impérativement sur le terrain avec le Lair of Darkness. Parce que c'est la seule qui a un effet rapide, très facile comparé à son premier support Malice qui en nécessite 2. Et malheureusement en l'air tu peux en sacrifier qu'un seul chez l'adversaire. On a eu après Alice qui permet de recycler tout ça parce que ça va très vite. Mais Alice permet justement de recycler encore mieux que Malice tous les pièges et les monstres Dame de Lamentation et permet de tourner dans sa mécanisme. Et la petite dernière, Laurie, c'est vraiment pour la endgame, etc. Mais comme il y a maintenant le format tourne autour du T1, tu sais qui déjà qui a gagné, ben elle n'est pas nécessaire. Sinon Arima tu tournes le terrain, etc. Et Lair of Darkness que j'ai surtout joué, c'est un format plutôt sympathique. Hein. Même s'il y a eu des moments où j'étais plus salaud quand il y avait le WCQ contre les Sky Strikers avec le virus anti-MT. Je crois que c'est le virus épidémique. Le virus de destruction de cartes, c'est les monstres. Ensuite, il y a eu d'autres trucs. Hein, donc, et ce qui est bien avec le Lair of Darkness, c'est que tu pouvais utiliser en passif son effet de sacrifier un monstre ténèbres qui a été transformé en ténèbres à salaire. Bon, après, il y a quelques points ruling de merde, comme quoi les cartes qui ne sont pas affectées par les effets, même s'ils sont ténèbres, ne sont pas affectés par le sacrifice de Lair of Darkness. Qu'il y a des cartes où tu te demandes si ça fonctionne ou pas, comme par exemple contrôleur d'ennemis ou d'autres trucs dans le genre, parce que ce sont des sacrifices plus généraux, alors que la carte dit si vous sacrifiez un monstre ténèbres, vous devez sacrifier. Il y a des points flous en termes de ruling là-dessus, mais bon. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, ça dépend du judge. Mais bon, j'ai quand même affronté 3 Sky Strikers dans la WCQ avec, et il y en a qu'un qui a subi le virus, et ben ça fait mal hein, le virus quand ça marche. Mais quand ça marche pas parce que ton adversaire te fait des encres trop vite, etc., ben c'est mort. Donc 9 cartes, elle est à jour, évidemment quasiment tous les archétypes sont à jour. Comme celui-là par exemple, alors là il va y avoir du oui. Alors il y a quelques cartes à montrer quand même parce que c'est pas mes cartes à la base. Ouais, le power up de ouf, hein, donc les Sword Soul, les âmes épées,
Mépé, bah, pour ceux qui m'ont suivi dans Master Duel, je l'ai joué sur Master Duel avec d'autres archétypes. Jamais seul. Pourtant déjà seul avec les tennis c'était fort. Enfin seul ou avec les tennis c'était déjà fort. Mais moi je joue avec d'autres archétypes encore plus nuls. Donc du coup plus dur à gagner les duels. Tout est bling. Tout était en commune. Elles sont passées en ultra. Je me demande bien ce qui s'est passé. Mais le plus drôle c'est celui-là. L'Iris qui était disponible en ultra en fait dans l'extension avec les nouveaux supports Artisan Sorcière, les nouveaux supports Sky Striker, les nouveaux supports les nouveaux supports voilà. Quand c'était dans cette extension elle était en ultra. J'avais oublié que c'était là, j'avais confondu avec celle-là qui était du deck de structure en fait. Lui c'était le deck de structure, lui c'est vraiment une extension. Puis ils l'ont réédité en mode KLM sur la rareté 25. Et c'est bizarre. Je l'ai pas ouvert et pourtant je l'ai en Starlight. Merci Mercure. Je vous ai dit qu'il allait y avoir beaucoup de remerciements parce que lui en plus je l'avais vu à la boutique, j'avais oublié et quand j'ai revu dans sa collection dans les classeurs l'Iris, il a dit mais oui c'est vrai, il est eu dans les 3 raretés, donc je les ai récupérés les raretés. Donc du coup bah merci Mercure, je l'ai en Starlight qui est dans le classeur et si j'ai envie de les jouer, j'en ai une qui est en Ultimate et une qui est en Collector. Et après derrière il y a des secrets de plus, des secrets etc. Enfin, je l'ai pas mal maintenant celui-là. On a quoi? On a Chun Chun en ultra, Taya j'avais déjà en ultra, Mouillé j'en avais que 2. Merci Mercure. Qui me fournit la 3ème, ça me fait que Mouillé maintenant j'en ai 2 secrets. C'est ça la difficulté, c'est Mouillé que j'arrivais pas à avoir. Du coup pour jouer le Sky Striker, bah, j'étais obligé de jouer beaucoup plus autour de Formidable Ecclesia plutôt qu'avec Mouillé, puisque Mouillé bah, j'en avais que 2, j'en avais qu'une puis après 2. Alors que Formidable Ecclesia, j'avais déjà le playset depuis longtemps. Les émergences, je les avais depuis longtemps. L'Ungyasu, je les ai eu depuis longtemps. Et surtout, ce que j'ai le plus joué en Sky Striker, c'est ce synchro-là. Le souverain suprême de la mépée, Changing. J'en ai 2. Donc il y en a un que je joue et il y en a un qui est dans le classeur. Et il y en a un que je continue de jouer quand j'en ai l'occasion. Parce que j'aime bien jouer les synchro 10, comme vous pouvez constater. Avec Aijirin. Que j'en avais qu'une, mais merci Mercure, j'en ai une 2ème que je vais pouvoir jouer. Et la baronne, j'en ai qu'une, et j'en ai qu'une. Comme j'ai dit, Doc est passé récupérer la baronne que Mercure avait enfin chopé, que lui ça l'intéressait pas en vrai cette carte. Que dire? Alors avant de spoiler, faut savoir que Ecclesia, je le jouais avec un deck Albaz. Alors Albaz, je l'ai pas mis dans les decks que j'ai joué parce que j'ai joué qu'une seule fois dans ma vie. Mais Formidable Ecclesia, j'ai joué avec un autre archétype, on va voir parce qu'il y a beaucoup d'archétypes dessus. Hein. Elle y est, hein, ça va faire pleurer les gens. Mais celle-là, il y a déjà. La of Darkness, ça doit faire un choc pour ceux qui regarderaient la rediff, mais. À m'épée encore, ça va être la suite. Je sens que tu allais me la prêter, la baronne. Ouais, bon, ça, pas de soucis, si on avait trop les baronnes, on va la prêter. Donc, du coup, à m'épée, que j'ai eu du mal à mettre à jour en vrai, et surtout pour les playsets. Je l'ai devant. 17 cartes référencées actuellement. Et elle est à jour et elle est même bling bling maintenant. Enfin, elle n'est pas bling de chez bling, mais elle est pas mal niveau rareté. Ensuite, alors là, on n'est pas sur un archétype que j'ai joué, on est sur des staples. Ah oui, vous connaissez les artefacts. Alors, c'est parce que j'en ai joué 3. Même 4, j'en ai même joué 4 dans l'histoire. Hein. Vraiment les plus connus. Hein. Artefacts que j'ai surtout à présenter, c'est Faux Artefact, Anti-Extra Deck. Même si je déteste parce que je joue ce style-là, Lancer à Artefact. Qui remplace beaucoup Mur de Fer Impérial. Et c'est en conflit, hein, niveau staple là-dessus. Et une seule fois, je l'ai joué ça. Durandal, je sais plus dans quel deck, mais je sais que je l'ai joué, c'était un antique de. C'était un abus celui-là quand elle était jouée. Je sais plus exactement pourquoi, il y avait un combo de merde. Et enfin la dernière, c'est vrai que j'avais oublié hein, pour faux. Mais important pour jouer faux correctement qu'il fallait sanctuaire. Alors sanctuaire j'avais un problème, c'est que j'en avais pas assez à chaque fois. Maximum j'en jouais 2. Et en faux 3 et j'en avais que 2, du coup j'étais obligé de remplacer l'un d'entre eux par un faux artefact. Et ben si tu l'as en main, tu es obligé de la poser et prier que le mec il a des pets TMP. Comme plus beau de la marquer, etc.
Bah, on va dire au niveau des artefacts, vu que c'est des staples, bah, j'ai pas tout x3. Il y en a même un que j'ai pas du tout. Et comme j'ai dit, voilà, ça fait partie des staples. Donc, on est à 17 cartes référencées, il me manque que celle-là. Un monstre. Alors, j'ai pas encore fait tous les tris, mais peut-être que Mercure il l'a celui-là. Merci Mercure d'avance si c'est le cas. Alors, encore au niveau des staples. Les cyberdragons. Cyberdragon, alors je suis très fier d'avoir son artwork alternative en ultimate. Et ouais, il y avait 3 ultimates dans les OTS, OTS 16. J'ai réussi à choper l'ultimate. Et son artwork de base, bah, qu'on a vu, revu et encore revu, voilà. Là voilà. La carte qui a divisé la communauté pour la première fois de l'histoire. Parce que cette carte a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le format GOAT. C'est à cause de cette carte. C'est la carte Ras-le-Bol numéro 1. Celle qui a trop accéléré. Les gens trouvaient ça honteux d'avoir un monstre qui pouvait s'invoquer SP alors qu'il est déjà de niveau 5. Donc les mécanismes de base ne sont pas respectés. Qui pouvait passer facilement avec ses 2100 points d'attaque, les murs des illusions, tout ça. Et du coup, ben, ça pue quoi. On n'invoque pas des monstres comme ça et après on ne fait pas une norme quoi. Ça va trop vite. Donc voilà. C'était le premier Ras-le-Bol de la commune. Bon après il y a tout le reste. Donc pour ceux qui connaissent Cyberdragon, je vais pas m'y attarder dessus. Hein. Vous voyez que j'avais depuis très longtemps celle-là. Je crois que c'est le pouvoir du dueliste si je ne me trompe pas. C'était avant un pack cyber ténébreux. Elle était en rare. Et après elle a été rééditée en commune. Moi je l'ai en rare. Je suis très fier de la avoir en rare. On garde les meilleures raretés. Hein. Au niveau celle-là évidemment quand je jouais il y avait beaucoup et aujourd'hui on les voyait beaucoup moins mais à l'époque de l'Eternal Format en Rogue on avait toujours un Cyberdragon qu'on pouvait affronter, du coup j'avais toujours Megaflot près de moi, toujours avoir un Megaflot. J'avais toujours dit à tous mes potes, quand vous jouez en tournoi mettez toujours dans votre extra deck un Megaflot, on sait jamais. Il y en a un, il m'a pas coûté, il a affronté Cyberdragon, il s'est pris une déculotté. Évidemment les cyberdragons infini qu'on voyait souvent, les premiers abus Exis, enfin les premiers abus Exis, j'abuse parce que ça existait déjà, le format du je mets une Exis sur une Exis sans utiliser de magie ranked. Voilà, c'est tous ces petits trucs avec les gardiens de galaxie, ces fameux combos que j'ai jamais eu l'occasion de faire en vrai, parce que j'avais pas les gardiens de galaxie. Une fois que je les ai eu trop tard, ça pue le caca. Par contre siégeur, j'ai mis du temps à en trouver un. Le siégeur c'est vraiment le boost Link. À l'époque des Link justement c'était la carte qui permettait au Cyberdragon de faire de gros dégâts sans avoir besoin de limiter removal, tout ça. Donc rien d'autre à dire hein, niveau carte. Donc ça c'est vraiment des cartes que j'ai utilisées. Donc déjà Megaflot, Infini quand j'avais l'occasion mais c'était très rare. La fusion en surcharge évidemment que j'utilisais pour faire de la machine explosif, notamment avec un autre archétype que vous allez voir plus tard, c'est pour ça. Et une dernière carte que j'ai joué vraiment très rarement évidemment, ça fait partie de l'archétype hein, donc elle va changer, je crois qu'elle va avoir un power up, que là je l'ai en gold mais je crois que Mercure l'a en rareté supérieure, donc cette merde qui n'aurait jamais dû exister, c'est partie des rares cartes que je déteste. Que c'est une end-trap au sens propre. Elle aurait été posée et attendre que le tour adverse, j'aurais rien dit, mais empêche l'adversaire de faire son premier tour comme un effet de Veiler. Je trouve ça honteux. C'est juste ça qui me plaît pas sur cette carte. Sinon, ça le débordement qu'il faut connaître aussi. Ça aussi, ça c'est les cartes que tu vois jamais comme réflecteur. Cyberdragon barrière, je sais même plus si je l'ai. Je crois que je l'ai pas Cyberdragon barrière. Non, je vois Drake, je vois pas. Très vieille carte Cyberdragon barrière. C'est pour dire. Donc voilà, donc pour ces staples, encore une fois, donc pas grand chose à dire. Hein. Cyberdragon, 42 cartes référencées avec les artworks alternatifs, je crois, de Ultimate. Ouais, je crois que c'est ça. Une version alternative d'Ultime. Je sais même pas si on l'a en TCG en vrai. Moi je l'ai juste mis mais peut-être que je me plante. Et du coup il m'en manque que 4. Il m'en manque pas autant que ça pour l'instant.
Ça va évoluer, surtout Cyber Dragon Barrière qui doit être une des priorités. Et donc, comme vous pouvez constater, il y a les Cyber Dragons, mais il n'y a pas les Cyber Dragons ténébreux parce qu'ils sont à part. Je les avais présentés précédemment. Ah, bah ça, c'est un archétype. Doc pourrait plus en parler que moi, puisque moi, le peu d'occasions que j'ai eu, ben, la banlist est tombée, puisqu'il y a eu janvier. Mais ça m'a pas empêché de les jouer encore une ou deux fois avant de voilà, laisser-les dans les classeurs. Les Thunder Drake. Alors, Thunder Drake, il m'en manque quand même, hein, vous allez voir. Mais j'ai mis beaucoup de temps, notamment pour cette carte. Le Ténèbre Dragon. Parce qu'ils étaient tous en rareté supérieure. Et les versions Teambox n'ont rien arrangé, puisqu'ils sont maintenant en Prisma. Donc, c'est Ténèbre Dragon qui m'a empêché de jouer l'archétype pendant très longtemps en support avec un autre archétype, vous allez voir prochainement. Le fameux Faucon Dragon que tu défausses après. Télécombo, hein, fallait soit homme batterie, soit louve lupine, la louve distante. Sarcophage doré aussi qui marchait très bien. Tu t'amusais à défausser et après derrière, on n'oublie pas la carte qu'on attend tous, mais qui ne devrait pas. Le fameux Colosse. Voilà. Et je l'ai joué qu'une fois. C'était le Colosse que j'ai ouvert. En plus, c'était pas que OTS que j'ai ouvert. Et au plein milieu du live, j'ouvre ça quoi. Je l'ai joué une fois et après il l'a banni. J'ai pas pu la rejouer. Jamais. Depuis, elle est restée dans ce classeur. Avec plein de sleeves noirs tout autour de lui. Parce que oui, l'autre carte, je l'ai qu'en une fois. Donc du coup, je peux plus jouer. Je peux plus le jouer à proprement parler parce que. Même avec lui, je l'aimais bien. Seulement lui, tout seul, c'était déjà pas mal. Mais le Colosse faisait tellement café avec son effet de pouvoir s'invoquer SP en mode fusion contact. Ça aussi, c'est de l'abus de fusion. La fusion reste fort. Aujourd'hui, c'est encore pire. Donc, limite, Colosse pourra revenir. Ça changerait plus rien. En vrai. Évidemment, il y a une link. Je ne l'ai pas. Et au niveau des MP, bah, la fusion, évidemment. La fusion recycle les cartes bannies. On en est là. On n'est plus sur des fusions. Vous devez avoir exactement le nom de la carte en main ou sur le terrain. Non, non. Tu l'as banni? Ouais, vas-y, remets-le dans le deck. C'est pour ça que je déteste de plus en plus ce jeu, c'est qu'on arrive sur des méthodes d'invocation qu'on ne connaît pas alors que c'est des méthodes d'invocation classiques. Donc, ça me sort par les trous de nez. Mais en attendant, voilà, moi pour la collection ça me dérange pas. Dragon du tonnerre, 12 cartes référencées, il me manque que la Link. Voilà, donc avec un autre archétype on va peut-être voir. Non, là c'est Staple, un gros Staple. Oh, on se demande bien quel genre de Staple j'ai dû utiliser sur cet archétype. Les Dames Harpies. Dame Harpie, Lostar exclu. Et la Dame Harpie qu'elle a, j'en ai une. Sauf qu'elle est dans un autre classeur. Je montrerai le classeur, ce sera le dernier classeur en plus que je vais présenter. Ça veut dire que j'aurai conclu ce gros chapitre de présentation de collection, puisque je continue avec le classeur où il y a la Dame Harpie justement. Donc du coup, il n'y a pas de parfumeuse, tout ça. Non, ils sont pas si parfumeuses, elle est là, mais bon, il y a quelques harpies qui ont été rééditées en Lost Art et il n'y a pas pu. Elles ont été rééditées aussi dans collection légendaire. C'est pour ça que j'en ai récupéré plein. Vous noterez aussi qu'il n'y a pas le frère de Harpie parce que elle a été rééditée sous un autre nom. Je peux même vous la dire parce que normalement je l'ai mis. Je vais taper frère de Harpie. Non, on n'arrive pas à le retrouver. Si je tape que frère, je devrais le trouver. Frère chevalier noble. Ah, Harpie Brother, tu veux pas? Ah, j'ai perdu le nom du coup. Sort de Harpie, ça y a pas de problème. Ah, c'est Frangin peut-être? Non, je sais plus. C'est bizarre, normalement je mets le nom précédent dans mon tableau. Il faudrait que je le mette à jour, que je retrouve. Je l'ai, mais dans une boîte et je vais pas m'amuser à aller la chercher. Mais bon, elle n'y est pas parce qu'elle a un autre nom qui est pas du tout Harpie en fait. Bon, après, il y a eu les cartes exclusives. Hein, donc, une synchro, une link.
Évidemment, ça on la connaît mieux, la Link, enfin la Lexis, mais surtout la Link qu'on voyait chez les Guerriers. J'ai oublié de dire que les Guerriers, je jouais avec un autre, enfin, si je l'ai dit, mais la chef d'orchestre que j'ai joué justement avec les Darius qui était avec un autre archétype qui était méta. Et à côté les MP, avec notamment les deux plumeaux, je suis très content. Les deux plumeaux. Et oui, j'en ai plus qu'une, j'en ai plusieurs maintenant de ces plumeaux là. Et l'autre, j'avais déjà le playset, dont une en secret, les deux autres en super. Mais celle-là, je l'avais en commune, que j'ai dû échanger. Celle-là, avec qui il se reconnaîtra. Et il regrette. Et je le garde, parce que j'ai pas le playset Ringplay. Donc voilà, c'est les plumeaux, généralement les staples. Et le chef d'orchestre que j'ai souvent utilisé. Je crois que c'est à peu près tout. Le dragon de compagnie de Damarpi, qui a été réédité en tempête de plumes de Damarpi. Ça aussi, il faut le dire. Donc je ne regrette pas. Bon, aussi un peu. C'est drôle parce que... Ah non, c'est Harpy que j'ai appelé. C'est pas Damarpi, c'est Harpy. D'ailleurs, c'est l'archétype Fifi, il faudrait que je la change quand même. C'est moche. C'est moche, je vais la mettre Fifi celle-là. 35 cartes référencées, il m'en manque que 6. Mais il y a un mensonge, la Damarpi je l'ai, donc il m'en manque vraiment plus que 5. Voilà. Et là, je vois qu'on va commencer sur un premier vrai deck. L'archétype suivant, les Incas. C'est comme ça que je les ai appelés. Les Incas. Alors moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas Marchaube et Marche Répuscule. Je l'ai joué vraiment en version pure, donc, avec les oracles of Sun, etc. Sauf que j'avais pas tout, il m'a fallu beaucoup de temps. Il faut savoir que c'est le premier archétype que j'ai voulu jouer quand j'ai repris en 2017. Ça date, hein. Sauf qu'en 2017, on était à la période des pendules et bah, fallait connaître déjà les règles. Et bah, disons que avant Marchaube et Marche Répuscule, bah, le deck a beaucoup trop vieilli. Sinon, je jouais dans des logiciels, mais qui datent un peu trop, j'ai perdu les noms. Notez au passage le Marchaube que j'ai ouvert uniquement en ultra avec le texte rouge, qui va super bien. Du coup, j'ai un playset de Marchaube comme ça. Et je l'ai gardé hein, avec le même texte. Je ne l'ai pas eu en ultra classique, enfin, je l'ai eu, mais avoir le playset qui me plaît avec exactement la même couleur de texte, c'est très bien si tu veux jouer archétype comme ça. Comme ça, il peut pas savoir combien t'en joues, mais en vrai, t'en joues 3. Hein. Ça a accéléré, mais bon, les cartes qui se dit sont détruites alors que beaucoup de cartes maintenant envoient au cimetière ou envoient dans la main, etc. Ben, les pauvres dragons sont complètement délaissés. Complètement à la ramasse. Les deux beaux dragons. Achetés à Ultra Jeu. Ça date, hein. C'était il y a très longtemps quand j'avais acheté ces cartes-là à Ultra Jeu. Je pensais les acheter en Ultra, je les ai reçus en Ultimate. Ça n'a pas coûté cher, ça a coûté 15 € à l'époque. Alors, petit mensonge pour le Inti. Parce que moi, quand je les ai achetés, c'était des versions un peu comme le Kila. Le Kila, c'est le mien. Il est là. Et vous pouvez voir, il n'y a pas la première édition. Alors que là, il y a la première édition parce que c'est le Inti qui appartenait à Mercure. Merci Mercure. Donc du coup, grâce à toi, j'ai 2 Inti et 2 Kila en Ultimate. Sachant que le deuxième Inti, il est dans une boîte. Il n'est même pas slivé, rien. Et le Kila de Mercure accompagne Inti dans la même boîte. Et du coup, quand j'ai vu que Mercure avait Inti en première édition, je l'ai mis dans le classeur à la place du mien. De toute façon, ce Inti maintenant il est le mien aussi, mais c'est juste pour donner des petits coups de cœur à Mercure pour dire que sa collection a bien engrossé le mien. Donc voilà, comme j'ai dit, c'était un deck coup de cœur que j'ai joué en 2017 quand j'ai voulu reprendre parce que c'était un deck que je voulais jouer depuis très longtemps. Et c'est un deck que j'ai aimé, mais il s'en prend trop plein la gueule. Pourtant, c'était rigolo de partir à la fin vers des. Je partais sur quoi? Je partais sur Guerrier Synchronique, qui est un ténèbre. Je partais sur des Bilzy, des Lumicatrices. Je pouvais aller jusqu'à Bouillon Arche-Démon, parce que je réinvoquais parfois Supei quand j'ai fait avec Fourmi de Classe 14. Que des dingues comme ça. Tu partais sur Bilzy et après tu faisais en sorte d'avoir un Supei dans le cimetière. Tu normes Guerrier Synchronique, ou Robot Synchronique, je confonds les deux.
C'est le synthoniseur 3 qui va chercher un synthoniseur niveau 1 du cimetière. Je récupérais Supay, ça me faisait 2 synthoniseurs plus les 8. Ça faisait 12 et je faisais bouillir Arche-Démon. Et je pouvais même aller jusqu'à Shooting Star. Parce qu'avec Ascator et fourmi de feu Ascator, je pouvais faire Stardust. Avec Supay et Pendelier de combat, c'était de niveau 1, je pouvais partir sur formule synchronique et après je pouvais faire l'accel synchro pour tenter d'invoquer Shooting Star. Que j'ai invoqué une fois, je crois, en tournoi d'ailleurs. Ça n'a rien changé parce qu'aujourd'hui ça pue la merde, mais imaginez à une époque quand je pouvais le faire. Quoi. Que j'ai fait uniquement dans le logiciel, c'était rigolo. En plus, c'était contre un deck Arche-Démon, un rouge Arche-Démon. Fleur de Rapide est devenu écart de ciel. Merci pour l'info. Même si on était passé à autre chose. Mais c'est bien frère de Harpy, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Donc du coup les Incas, ben, sur 2 pages parce qu'ils sont 10. Et aller à jour. Ah je les ai mis, je pensais que je les avais pas mis justement. Bon bah staple, gros staple de partout. Et ça va spoiler la prochaine archétype, ça va faire mal au... De toute façon ça va piquer les yeux après. Un petit clin d'œil pour le Game Ciel. Donc Game Ciel en secret, je tiens à préciser que je l'ai jamais rendu. C'est le Game Ciel de Raka en vrai. Toujours à lui en vrai. Hein. Il est dans mon classeur, hein. Merci à Raka. Au passage, il le sait, de toute façon il est au courant et il me l'a filé. De toute façon il a eu beaucoup d'autres Game Ciel mais pas en secret, lui la rareté ça l'intéresse pas. Donc, il a été remboursé au centuple. Merci à Raka pour le Game Ciel secret. Elle est là actuellement. Que dire, ben... Celle-là pour passer outre les statuts de barrière à l'époque où c'était fort, avec la ligne que Simorg. De Goran, c'est le premier que j'ai utilisé parce que bah, c'est le premier que j'ai eu. Allez, moi qui jouais Numéron. Et j'ai joué aussi le format Numéron Esprit Kaiju, c'est comme ça que je l'ai appelé. Le fameux Esprit Kaiju, ça je peux en parler parce qu'il n'y a pas les. Il y a les spirits, mais à part. Je l'ai appelé Esprit Kaiju parce que je jouais des Luna Animal Fairy quand elle est sortie après. Mais avant, je jouais avec un monstre spirit qui s'appelait Ebo. Ebo, t'étais obligé de l'invoquer énorme parce que c'est un spirit. Et son effet, c'est tu ciblais un monstre adverse, notamment un monstre que tu as remplacé par un de tes Kaiju. Et le monstre devenait spirit. Et du coup, tu le récupérais et prêt à refaire du Kaiju après. C'est juste du troll. Du pur troll. Et surtout, si tu pars sur interruption du sommet Kaiju, si l'adversaire arrivait à gérer ton Kaiju, ben, se retrouver avec un Kaiju Spirit. Parce que je préfère d'avoir le playset en secret. Et comme vous pouvez constater, il me manque le terrain au bord de Kyoto. La fameuse magie de terrain. C'est pour ça que j'ai jamais pu jouer les kaiju sous leur format jouable. Donc du coup 13 cartes référencées, il me manque que le terrain. Et attention, Holy Calcos Company dans ses lives et Utopia Rainbow vous présente, et attention ça va faire mal, les Métaphyses. Rien qu'en les revoyant, je me dis putain ça fait mal de les voir dans ce classeur. Même moi ça me fait mal, c'est pour dire. Hein. Parce que là, ouais, c'est le gros morceau de la vidéo. Là je vous dis, s'il y a des gens de la boutique qui voient que j'ai détruit ce deck, ils vont limite faire une pétition. Tu n'as pas le droit de détruire ce deck, tu la rejoues, je m'en fous, full power. Tu mets tout x3. C'est ton deck. C'est le deck que tout le monde a connu avec en vrai. Toute la boutique qui sont encore actifs aujourd'hui m'ont connu avec ce deck là. C'est le deck que j'ai le plus joué dans les Auto-EK et les Utopia Live. C'est le seul deck que j'ai joué dans Master Duel. C'est vraiment le plus gros deck coup de cœur de ma vie. Hein. C'est pour ça que aussi j'arrête le mode compétitif parce que c'est un format, ils ont fait ça et après ils n'ont jamais sorti de support alors que j'en ai plein le cul d'avoir des ailes noires qui ont 70 cartes. J'en ai plein le cul d'avoir maintenant des Jeunex encore qui vont sortir, même si ça date un peu. Et quand c'est les archétypes que je joue, ben, les supports ils sortent après que j'en ai marre. Donc du coup, ben, j'en ai marre. Ils vont sortir les nouveaux supports, je vais être content et voilà quoi. Moi déjà j'ai envie de te tuer rien qu'en voyant ça. Pourquoi? Ça te plaît pas de les voir ranger là dans les vestiaires tranquillement?
Ah, c'est vrai, j'ai joué à part un seul WCQ, le premier qui a eu lieu à Creil, je n'ai joué que cet archétype en tournoi supérieur. Taverny, ça c'est un des plus beaux. Hein. Le CDF, le seul CDF en 2019, je l'ai joué. Il y a le vlog et le deck que je jouais à l'époque qui était un métaphys pur. Les autres à Creil aussi. À Marny-Compiègne aussi, je l'ai joué. Avec l'anecdote du fait qu'au troisième round, j'ai affronté un harpie et juste à ma gauche, il y avait Gabriel Soucy qui était en train de regarder. J'ai eu l'occasion de lui en parler justement pendant le CDF 2023. C'est pour dire que j'ai une photo en selfie que j'ai pas pu montrer parce que problème de droit d'auteur que je n'ai pas. Je pouvais pas vous montrer dans le vlog les différentes photos que j'ai eues avec les influenceurs et les joueurs que je recherchais. Je les ai pas tous eus. Il m'en a manqué, mais il fallait les reconnaître aussi. C'est là le problème. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de son histoire Donc, oui, peut-être sa découverte sur Edo Pro que j'ai connu ça. En l'ayant affronté, je jouais mon Lair of Darkness, j'étais à fond sur Lair of Darkness, et j'ai affronté un adversaire qui jouait cet archétype. Un archétype que j'ai surkiffé. C'est quoi ce bordel? Comment il peut faire autant de trucs aussi génial? C'est tellement l'esprit Yu-Gi-Oh! L'esprit Yu-Gi-Oh! Et aussi l'esprit de joueur Hearthstone, cet archétype. Tous ceux qui ont joué à Hearthstone peuvent kiffer vraiment cet archétype. C'est les seuls qui doivent kiffer cet archétype en vrai. Ça doit être des joueurs Hearthstone parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires. La maîtrise du deck se joue pas vraiment. Si vous voulez jouer en mode random et espérer un petit peu la chance, sachant que je suis un poissard, cet archétype est fait pour vous. Je ne le cache pas. Un archétype qui joue sur le bannissement, alors qu'à une époque, le bannissement c'était très second degré avec des graines majou, ça allait pas plus loin. À une époque, on avait encore visage nécro à 2, et heureusement, mais malheureusement, Necroface est passé à 3. Donc, du coup, si tu fais des mirror match, eh ben, tu peux te faire FTK comme un débile tout seul parce que tu as trop cherché de cartes. Et Necroface à 3 de chaque côté, ça fait 30 cartes. Hein. 30 cartes bannies, plus la main de départ de 5, ça fait 35, plus les premiers tutos avec Assis Métaphysique, avec Ascension. Ben, les 40 cartes, faut jamais. Dans un métaphysique, tu peux pas faire 40 cartes. Donc après que j'ai découvert cet archétype, il me le fallait. Et ben, les cartes étaient sorties un peu trop tard, c'était avant les MACR. J'ai vraiment commencé à acheter les cartes à partir des MACR. Invasion, Vengeance, tout ça, ben, c'était l'époque où ils sortaient et ben, j'allais pas à fond. Sauf que les cartes en fait, je vais faire part à une vérité que personne ne connaît. C'est les cartes de David Mithril à la base. C'était ses cartes. C'est lui qui montait le deck. Toutes les cartes, Asymetaphys, Nephthys, Ragnar, les grosses, hein, les plus grosses raretés, à part Horus, c'était les cartes qui appartenaient à David Mithril parce qu'il constituait le deck. C'est lui qui l'avait construit. À une exception près, il lui manquait une seule carte et c'est moi qui les avais ouverts dans les lots de consolation à 100 lices à l'époque. Il y en avait un qui a fermé malheureusement. C'était dans les rivaux du pharaon, il y avait les Necroface et il n'y avait que moi qui arrivais à les ouvrir. Et du coup j'avais le nombre de Necroface nécessaire, sauf que comme Necroface était passé à 3, il m'en manquait une. Et j'ai dû récupérer un Necroface en super rare pour compléter. Donc après, ben, Métaphys, j'ai joué sur toutes les formes, on va dire, avec les Alouf Lupine, Necroface, ça c'était la base. J'ai rajouté Gizmek Orochi pour le booster. Après j'ai commencé à le coupler avec du Thunder Drake, sauf que la banlise est tombée et du coup le Thunder Drake il était pas complet de mon côté. Avec les Ténébreux Dragons j'en avais qu'un voire deux. Après j'ai pu le refaire parce que j'ai récupéré le reste petit à petit. Et après ça a commencé à faire tout et n'importe quoi avec des Mahutans, avec les Sword Soul justement que j'ai joué parce que c'est des Wyrms. Et oui ça se voit pas mais les Wyrms tu peux les bannir. Tu peux les défausser, tu peux les révéler pour invoquer des moyens, voilà. Je l'ai joué vraiment, je l'ai rodé comme une jaja, quoi. Et j'en ai affronté des adversaires. D'ailleurs, je n'ai pas le droit d'employer le nom Métaphys quand je le joue. C'est-à-dire que mon deck n'est pas un deck Métaphys, c'est un deck Métaphiste. Un petit jeu de mots. J'avais dit big up à Antoine Ladan tout à l'heure, et ben c'est lui qui l'a nommé comme ça. C'est son bébé en fait, ce nom. Ce nom qui est resté
à la boutique et qui restera à jamais l'archétype que je joue quand je joue cet archétype. Donc, quand je joue ce deck, on dit que je joue un métaphiste pour métaphister notamment des joueurs pro. Il y en a eu 3. La liste de kills que j'ai fait de joueurs pro, il y en a eu 3 dans l'histoire. Le premier, évidemment, c'était Antoine Ladan. Même s'il n'est pas joueur pro, ça reste quelqu'un qui a fini quand même 3ème au CDF 2018. Il a fini top 64 après avoir gagné contre Samir au top 128 au CDF 2019. Et il continue à faire quelques perfs de temps en temps quand il a l'occasion. Là, le CDF de cette année, je crois qu'il a été jusqu'au 2e jour, si je ne me trompe pas. On a été très peu à la boutique à être qualifié au 2e jour. Et aucun n'a réussi à toper. Ce qui est dommage parce que il y avait quand même du niveau. Et donc à cette époque, quand j'ai battu Antoine, c'était pas quand il jouait Sky Striker. Il était en train de tester le Salamangreat pour savoir s'il était capable de le jouer pour le CDF. Il était en plein entraînement. Et à cause de moi, il a détesté jouer Salamangreat. Donc il a dit non, c'est pas assez fort, je vais retourner sur Sky Striker. Et c'est là qu'il a nommé ce deck. Voilà, je me suis fait métaphister. Donc c'est à partir de là que le nom a été donné. Et le même jour, il y avait Guillaume Marron, le 2e joueur pro que j'ai battu. Là, ok, c'est un joueur pro, sauf que lui non plus ne jouait pas son Sky Striker, alors qu'il ne jouait que ça pendant toute l'année depuis la sortie de Sky Striker pour se préparer au CDF. Il s'est dit, tiens, les Necros ont été réédités, il a voulu tester ce deck. Je l'ai métaphisté. Donc du coup, il s'est dit, non, Necros est devenu trop obsolète pour le format de l'époque qui était l'Eternal format. Et il est revenu sur son Sky Striker. C'était aussi une manière à lui de tester pour voir s'il risquerait de raffronter du Necros. Parce que oui, quand un joueur pro tryhard un archétype et que de temps en temps il joue un autre archétype, c'est soit pour voir s'il peut la jouer, soit pour voir comment le contrer. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de tester l'archétype pour mieux le connaître et donc mieux le contrer soi-même. Ça c'est une leçon que je peux vous donner qui a été transmise par les joueurs pro en tout cas. C'est comme ça qu'ils ont appris à maîtriser la méta, etc. Donc pas battu avec leur deck emblématique de l'époque. Par contre, c'est à Taverny qu'il y a eu le plus gros kill et la plus grosse légende de ce deck. Tout le monde le sait, à Taverny, il s'est passé quelque chose en 2019. Et d'ailleurs, il y a une vidéo deck de présentation, enfin deck profile de Gabriel Souti que j'adore regarder parce que c'est vraiment la coïncidence de ouf. J'ai fait le vlog justement dessus, j'en ai parlé sur le vlog de Taverny pour que vous ayez mon point de vue. Et vous pouvez avoir le point de vue de l'adversaire, de la victime de cette histoire alors qu'il a quand même topé. Hein. Mais il a raté de peu le top nécessaire pour avoir tous les goodies. C'était le top 8, il a fini 9 ou 10e. En grande partie à cause de moi. Bon. C'est une victoire un peu triste mais bon, ça lui a coûté quand même le top. Mais bon, je suis quand même satisfait de cette victoire. Je vais quand même vous montrer quand même... Belarus Ultimate encore. J'en ai beaucoup des Ultimates. Hein. Je vais pas vous cacher. J'en avais beaucoup avant l'intervention de Mercure, mais Mercure il m'a donné beaucoup d'Ultimates. Hein. Je vous présenterai des Ultimates quand j'aurai l'occasion. Donc voilà, Taverny, donc 2e round, ça je me rappelle. Après un ex-aequo, je m'attendais à affronter un adversaire pas trop fort, pas trop faible. Je suis tombé sur un joueur pro qui avait remporté le dernier WCQ à Creil et qui avait battu mon ami Davimitri. Il fallait que je le venge, tout ça, j'ai tout fait. Désolé à toi Maximilien Delval si tu te reconnais avec ton trou Draco, mais il y avait quelqu'un à la boutique qui jouait trou Draco et j'étais préparé à affronter que du trou Draco à Taverny, donc du coup mon deck était adapté pour contrer naturellement un trou Draco. Et beaucoup de légendes sont tournées, à savoir que quand j'ai affronté les prochains adversaires à Taverny et qu'ils ont vu que je jouais Métaphys, la première chose qu'ils ont dit c'est « Hey, mais c'est toi le Métaphys qui a battu Maximilien Delval !» C'est tellement drôle, il y avait cette légende qui a tourné tout autour de Taverny pour... Seuls ceux qui ont participé à ce tournoi peuvent se rappeler de cette légende. Je suis là. C'était extrêmement drôle d'entendre ça, franchement. Donc je me vante trop, mais bon, faut voir aujourd'hui maintenant. Hein. Lui, il continue à faire des gros tournois, alors que moi, j'en ai plein le cul. Donc voilà, on voit les beaux restes. Hein. Mais bon, on était arrivé carrément à des légendes comme quoi j'en avais marre. J'affrontais un trou Draco, je me faisais défoncer, j'ai insulté leur mère, etc. J'étais très mauvais. Dont un ami, hein, en plus, à la boutique qui jouait souvent. J'avais plein le cul, ça m'avait saoulé. J'étais voir Palpatine à Taverny, j'ai dit bon maintenant tu vas te calmer avec les trous Draco parce que j'en ai plein le cul à la boutique.
Et depuis, j'avais plus de trou Draco en face de moi. J'en ai eu un taverniste juste après lui, que j'ai battu évidemment, plus facilement. On voit le joueur pro du joueur un peu moins pro, si je puis dire. Mais sinon, ouais, de bons souvenirs. Hein. Moi, quand j'affronte un problème, je le déracine par la source. Hein. Pour ça, on a surnommé justement Maxime Delvad le Palpatine, du coup. Parce que j'ai affronté le seigneur Sith de la boutique qui me cassait les couilles et j'étais voir directement le maître. Il dit non, 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 ton apprenti me casse les couilles. Voilà. Bon, bah, du coup, Métaphys est à jour. Hein. Donc, la seule carte que j'ai jamais jouée de l'archétype, c'est celle-là. Le premier Métaphys qui a existé, qui partait du principe que Métaphys était un archétype en parallèle pour les monstres level, à l'exception de Nephthys, puisque on aurait eu plus tard Horus, qui est le deuxième. Donc on avait Dragon Armé niveau 3 et tout, on avait les Horus niveau 6, etc. Horus qui va avoir le droit, enfin qui a le droit à son archétype maintenant, et un nouveau support va bientôt sortir chez nous. Avec les sarcophages, etc. C'est ce monstre-là à la base. Et Métaphys, voilà, c'est un peu comme Rayon Lumineux, c'est un peu comme Ténèbres, c'est un peu comme Chaos. Et qui dit un archétype avec une variante dit forcément Dédale. Dédale qui, petite parenthèse, a une erreur d'errata dans sa description. Si vous faites attention, dans la version française, il y a marqué vous pouvez retourner la carte et les deux dernières lignes. Mélangez cette carte depuis le deck, bannissez un monstre métaphysique depuis votre deck. Et l'erreur de traduction, c'est qu'en version anglaise, c'est pas un monstre, mais une carte. C'est le petit défaut, mais en fait, à l'époque, il y avait que ça qui était sorti et c'était pas très grave qu'ils se sont trompés. Jusqu'à ce qu'à l'extension qui suivait juste derrière, on avait ça, qui est une carte piège et qui est très pratique quand elle est bannie, parce que instantanément bannie, tu tues tout. Donc c'est très fort durant la prochaine stand-by phase de remettre des dalles dans le deck pour bannir Ascension. Et en version française, on ne peut pas. Enfin, la dernière carte, l'exécuteur, ça, je l'ai joué qu'une seule fois. Enfin, je l'ai joué. Je l'ai mis dans le deck une fois, je l'ai jamais joué. Parce que cette carte n'est pas en synergie avec le reste de l'archétype qui joue beaucoup sur les cartes bannies. Alors que là, il faut nécessiter les cartes dans le cimetière pour pouvoir la jouer. Sinon, elle est beaucoup trop forte. Bannir 5 métaphys de noms différents du cimetière. Comme vous pouvez constater, il n'y en a pas assez. C'est pour ça qu'il faut des nouveaux supports pour pouvoir tourner autour d'exécuteur, qui est le monstre responsable des transformations métaphys. Bon, ça c'est le lore. Et la seule carte moteur qu'on a, c'est celui-là. Voilà. C'est pas avec un seul monstre qu'on peut faire quelque chose. Alors que tu as beaucoup d'archétypes, ils ont 3 monstres qui font la range de base. C'est honteux. Alors évidemment, il y a peut-être un autre engine, évidemment. Je vais pas abuser, mais je suis désolé, mais ça permet juste d'invoquer Dorm, un gros ton, alors qu'on a quand même des mecs chevaliers qui s'invoquent spé, on a du Kashtira qui s'invoque spé, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'archétype est vraiment à la renverse. Et que j'espère qu'un jour il sortirait des nouveaux supports pour ressurgir la flamme qui est en moi. Parce que là, ce deck il est juste injouable dans le format actuel. C'est mon plus gros coup de gueule du format. Parce que le format Link était suffisamment long pour pouvoir être joué. Le format qui fait revenir le spamming des synchros, etc. mais complètement le deck complètement dépassé. J'ai beau essayer de la coupler avec du Mahutan, du Gauthier aussi, pour jouer avec des poissons en Axel synchro et un Voxp au-delà des limites. Mais c'est horrible. Il n'y a pas dans... Il n'y a pas d'avancée. Il y aurait eu des invoques synchro durant le tour adverse avec un autre support qui ressemble à Ragna. Je pense que ça tournerait mieux. Surtout que Ragna, c'est invoque norme, envoie les 3 cartes dessus du deck banni. Pas recto. Juste 3 cartes. Donc c'est pas toi qui décides, c'est les 3 cartes dessus. Donc voilà, il n'y a pas de mono combo abusif. C'est vraiment un archétype que j'adore. Donc t'es obligé de jouer avec des Necroface, Sarcophage Doré, Alouf Lupine avec H Blossom. Ouais, je faisais que des combos de merde. Hein, donc, Alouf Lupine, tu bannes H Blossom depuis ta main, et tu te dis bon bah je vais bannir un autre zombie depuis le dex, c'est bon ou pas? Le mec il comprend pas, tu lui dis oui, là tu fais ah bah c'est un zombie, regarde, hop, Necrophée c'est un zombie. Et là il comprend tout de suite. Et sinon, le dernier combo, ben, c'est le cross out.
Tout le monde a kiffé quand j'utilisais Cross Out en dehors de son utilisation de base qui est d'empêcher l'adversaire d'activer des effets. Ah ça tout le monde sait le faire dans Yu-Gi-Oh! Mais utiliser un effet pour bannir tes propres cartes, comme Dédale, comme Dragon Tyran, et d'attendre le prochain Standby Phase pour faire leurs effets. Ben voilà, ça plaît aux gens. Parce que tu les empêches pas de jouer. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je suis désolé parce que c'est vraiment un archétype qui je pense va bientôt revenir dans le deck parce que je pense que je vais me faire plus qu'engueuler. Je suis déjà condamné à mort par Doc, alors à voir dans la rediff si les gens vont être en mode ça c'est non. Ça c'est le tabou. C'est la commu qui décide, il faut que tu rejoues le deck. J'attends la pétition. Donc actuellement seulement 12 cartes. Là où dans d'autres archétypes, vous avez vu les archétypes que je joue, il n'y a pas beaucoup, hein. À part Cyberdragon, Harpie, etc. Mais je joue en staple, mais les vrais archétypes, à part Assaut d'air, bon, j'ai arrêté de jouer pur. Mais là, Métaphys, qui est mon plus gros coup de cœur de l'histoire, 12 cartes, elle est à jour. 12 cartes, donc 2 que je ne suis quasiment jamais servi, quoi. Ça fait une dizaine de cartes. Mais Morus, hein, c'est une synchro 6, faut la chercher, hein. Elle a de bons effets, ça y a pas à dire. Mais les conditions sont compliquées, voilà, tu le mérites. En fonction des attributs des monstres que tu as utilisés, ben il y a un effet. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule pendule, c'est Dragon à pas, c'est pour avoir l'effet pendule qui dit que votre adversaire choisit un monstre qu'il contrôle et c'est moi qui en prends le contrôle, mais définitivement, je peux pas attaquer avec. Monstre à effet, tu annules les effets d'un monstre. Monstre normal, c'est quoi? C'est toujours cette carte post-action n'est pas affectée par les effets d'autres. Puis c'est tellement rigolo de dire Hydro à la stand-by, tu fais plein d'effets et après tu dis c'est à toi, il repioche parce qu'il croit qu'il est à sa draw phase alors qu'il est à la main phase. Plus des histoires drôles, cet archétype, franchement, j'ai passé de bons moments avec. Et même moi j'arrive à me planter dans mes trucs. Parce que ces cartes, les cartes que tu invoques sont bannies durant la prochaine phase, mais tu es obligé d'attendre un tour et parfois tu oublies. Sarcophage doré, c'est 2 tours, tu l'oublies. Bon, je pense que vous m'avez compris, c'est vraiment le deck troll par excellence. Et justement, je parlais justement couplé avec des maillutants, les voilà, les fans de maillutants. Je remonte le deck. Non. Tout seul, ça suffira pas. Faudrait être une dizaine de personnes avec des panneaux devant la boutique pour dire tu joues Métaphys. Pour peut-être. J'attends. Donc voilà, donc le dernier support que j'ai rajouté pour pouvoir jouer justement le Métaphys, c'est le maillutant. Donc quoi, je joue vraiment des archétypes de merde. Parce que franchement, dans la série, j'ai vraiment pas de cul. Généralement, quand tu as un archétype qui est sorti en TCG, tu t'attends à ce qu'il y ait des supports. Et bien, le seul support qui est sorti, le seul, il est là. Et c'est un OCG. C'est-à-dire que c'est les Japonais qui ont accepté cet archétype au point de créer une nouvelle carte. Alors qu'en TCG, ils les ont sortis avec des raretés en plus ultra rares, super rares, etc. On s'attendait à pas mal de trucs. Oh, c'est horrible de pas aller plus loin, sachant que ça pouvait être super comme archétype. Ils ont sorti en même temps que Duel Avatar, et Duel Avatar ont le droit à un nouveau support fusion, je crois, et une MP. Alors que là, mais va te faire enculer cet archétype. Il n'y a vraiment pas de cul. Dès que je joue un archétype, il n'y a plus rien qui sort. En mode, ah bah non. Surtout la bête que j'aimais bien jouer parce que c'est un niveau 8. C'est pour ça quand je disais au-delà des limites ça pouvait partir avec des Gauthier etc. Le problème c'est que ça commençait à faire beaucoup trop d'archétypes. Je commençais à jouer avec des Maillutant Thunder Dragon, Maillutant Gauthier, Sword Soul aussi parfois. Enfin, ça devenait trop bordélique. Mais si vous regardez sur Master Duel, ça marche. Enfin, ça marchait parce qu'aujourd'hui avec le lore Visa Starfrost surtout c'est parti tellement en couille. Déjà avec le Sword Soul en face, ben, c'est lui qui a l'avantage, ça pique. Bon, Ultimate, j'ai jamais eu l'occasion de le jouer, je crois. J'ai plus la mémoire d'avoir joué Ultimate. Par contre, l'autre, bah oui. Ce Master Duel, en tout cas, je l'ai sorti souvent. Parce que à chaque fois que mon adversaire voulait me gérer, il se prenait ça dans la gueule. Et parce que l'effet de la carte, c'est un effet de monarque d'enculé. J'aime pas les monarques, mais je joue des cartes qui leur ressemblent. À cause encore d'une fusion abusive. Si votre adversaire a activé l'effet d'un monstre, je crois d'ailleurs.
Non, si votre adversaire active une carte ou un effet ce tour durant la même phase, faites une fusion, de base avec des monstres de la main ou du terrain, ou du terrain, pour invoquer une fusion Mayutan, mais si l'adversaire a fait une carte, vous pouvez rajouter une seule carte depuis le deck et une seule carte depuis le cimetière parce que tous les matos sont bannis. Et malheureusement, il n'y a pas des trucs qui permettent de revenir de la zone bannie, sauf les fusions, certaines cartes, ouais, les monstres aussi, mais bon, c'est des mélanges difficiles. On va dire que le support au CG, il est aussi dégueulasse parce que tu dois payer beaucoup de PV pour invoquer comme ça un des 3 monstres au-dessus. Bon, on espère qu'il y ait des nouveaux supports de mon côté. En attendant, ben, j'ai qu'une seule fusion, il m'en faut plus. Donc c'est pour ça que je peux plus jouer avec les Mayutans à full power avec synthèse. Parce que j'ai qu'un seul synthèse. Mais en tout cas, j'ai 15 cartes actuellement et elle est à jour en tout cas pour un exemplaire. Ah, premier archétype après les Incas. Ça c'est l'archétype qui suivait juste derrière. Là on n'est pas à la boutique actuelle, on est toujours à 100 lys là. Retour dans le passé. Le duel des archétypes, enfin les duels des decks de structure, j'en avais 2. Évidemment, il y en a un qui est power up alors que l'autre il est complètement délaissé. Il faut évidemment que je joue le délaissé, le rouage ancien. Et non pas le dinosaure. Allez, franchement, dans la série, j'aime pas jouer les archétypes méta, vous avez vu. Je crois que pour l'instant, le plus méta qu'on a vu, mais il va y en avoir un autre juste derrière celui-là. Les archétypes méta, c'est pas mon fort. Bon, pas grand chose à dire, hein. Je l'ai joué pendant un petit moment parce que c'était 3 decks de structure. Quand tu as un putain d'obusier sur le terrain avec 1800 de défense, qui peut être invoqué SPF par le chien au début et petit à petit avec d'autres cartes, qui te dit c'est 1008 qui est inaffecté par les effets de cartes, c'est n'importe quoi. Et merci à moi pour la magie de fusion rouage ancien. Ouais. Moi je peux remercier David Mitril de m'avoir offert. Attends, parce que là c'est David Mitril là, qui est les remerciements. Mais on va revenir. Pour l'instant je vais revenir à ça. Donc voilà, une 1008. Hop, position de défense, 1008. Inflige 1000 par effet, pas obligé d'attaquer. Ça c'est n'importe quoi déjà. Et quand il est détruit au combat, tu peux hop là sans. Attends, avec ou sans les conditions? En ignorant les conditions d'invocation, bah oui, bien sûr. Dragon réacteur ou golem rouage ancien par exemple. Voilà. Aujourd'hui le format était ça. À l'époque c'était le golem tout court. T'avais l'ingénieur rouage ancien qui était fort. Tu avais la bête rouage ancien qui était fort. Aujourd'hui t'as carrément la boîte rouage ancien. Avec des gadgets, etc. Gadget rouage ancien qui était fort. Qui se couple avec Dragon réacteur. Avant c'était Dragon Gadgetron qui est juste en dessous en ultra. T'avais la grosse fusion. On sent que c'est des machines. Hein. Les machines, c'est vraiment la puissance totale. Là. 4500 points d'attaque, mais malheureusement, il n'est pas affecté par l'effet de limiteur immovable parce qu'il n'est pas affecté par les MP. Et quand tu déclares Battle Phase, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre. Il peut attaquer tous les monstres adverses. Perce défense. Une 4005. Nécessite seulement 4 monstres rouage anciens. C'est pour ça que j'utilisais Fusion en surcharge pour ce genre de carte. Évidemment, un peu plus tard, il est sorti celui-là. Lui, ça fonctionne bien, peut attaquer jusqu'à 3 fois en fonction du nombre de golems rouage anciens utilisés. Donc si tu utilises 3 golems rouage anciens, tu peux attaquer 3 fois. 3003, même en attaque directe. 9009, éparpillé en 3 attaques. Et s'il est détruit, tu réinvoques spé lui. Et si lui il est détruit, tu réinvoques spé un golem rouage ancien. C'est... Heureusement qu'il y a des cartes qui renvoient dans la main, qui renvoient dans le deck et qui renvoient au cimetière, sinon c'est infinissable. Et évidemment, comme il y a eu la période Link avant le format de merde, si je suis désolé de le dire, mais MR5 je l'ai vraiment maudit aujourd'hui. On avait besoin de ça. Hein. Balise qui permet d'utiliser par son propre effet, parce qu'avant on était obligatoirement dépendant de forteresse couplé avec catapulte ou encore ville des engrenages. Ça c'est une très vieille carte, ville des engrenages. Une très vieille carte.
Les rouages anciens nécessitent un sacrifice en moins pour leur invoquer son sacrifice, et si elle est détruite, tu peux invoquer spé un rouage ancien depuis la main, deck ou cimetière. C'est fort. Et elle date, hein, elle date de GX celle-là. Et avec le nouveau support Dragon Réacteur, qui est une 3000-3000 assez fort, ben croyez bien que j'en ai fait des dingueries avec. Hein. Des trucs de troll, hein, parce que catapulte rouage ancien, bah, ça nécessite de ne contrôler aucun monstre, c'est ça qui est dommage. Heureusement que maintenant il y a la ligne baliste, qui permet de faire péter une ville des engrenages comme ça au KLM. La fusion au rouage ancien, la série fusion de merde encore. Et oui, bah toujours les mécanismes de base, à base de monstres à avoir en main sur le terrain, c'est chiant. Hein. Aujourd'hui non, c'est fini, aujourd'hui c'est... Ah, si tu utilises par contre. Un guerrier rouage, un golem rouage ancien, pardon. Depuis le terrain normalement. Frappe ultime que vous contrôlez. Voilà. Frappe ultime, c'est ce que j'appelle le pisto. Frappe ultime, c'est la version alternative en fait. J'ai surnommé le pisto là. Voilà, c'est. La fusion dit que si vous contrôlez le golem ou lui sur le terrain et que vous l'utilisez comme matériel fusion alors qu'une de ces cartes est sur le terrain, vous pouvez utiliser les autres rouages anciens depuis le deck. C'est-à-dire que tu n'avais besoin que d'un seul golem rouage ancien. En utilisant fusion rouage ancien derrière, ben tu avais le droit à ton gros tank justement à 3003 qui peut attaquer 3 fois ou ton géant. Comme quoi. Et on rappelle que les rouages anciens, généralement, à l'exception de Dragon Réacteur qui a tous les effets réunis, soit ils empêchent l'adversaire d'activer des MP, soit ils empêchent d'activer des effets de monstres. Le Dragon Réacteur rouage ancien est le seul où l'adversaire ne peut rien activer pendant le combat. Et c'est d'autant plus drôle quand ton Dragon Réacteur est full power et attaque un Crystal Wing qui ne peut pas activer ses effets. Donc du coup, rouage ancien, je crois qu'il m'en manque un seul. Et c'est parce qu'il date beaucoup, le rouage ancien. 36 cartes référencées, il m'en manque une, je crois que c'est le boulon magique. C'est un reborn, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça. Résurrection rouage ancien. C'est l'engrenage magique là. Ouais, je crois que là, voilà. Donc c'est ça. Hein. C'est comme l'explosif rouage ancien, mais en plus joli. C'est un petit boulon rigolo, je me trompe pas. Et ouais, j'en avais parlé, mais bon, dans les archétypes méta, oui, ça c'est l'archétype le plus méta que j'ai pu jouer de ma vie. C'est le dernier, encore du troll. Vous en avez marre de faire tomber les PV, bah voilà, moi je fais pas tomber les PV, encore si. Donc vous vous souvenez de l'archétype Diva des profondeurs, tout ça là? Voilà l'archétype que je joue avec. Donc le fameux runique, voilà, c'est le dernier, c'est le petit dernier, hein, le petit bébé quoi. Le plus jeune archétype que j'ai joué, en tout cas le plus récent. Et avec les Teambox, il a eu le droit à un power-up de rareté. Ça, par exemple, dissipation runique, il faut que je la change. Elle est en rare, je l'ai en super. Je l'ai eu dans les OTS récemment. Destruction runique, il faut que je regarde par rapport à la collection de Mercure si je l'ai pas en ultra. La fameuse fontaine, putain. Ah là, j'en ai ouvert des displays pour qu'au final ce soit Ben qui me l'ouvre. Dans le dernier booster d'un des displays que j'ai acheté. Et après bah, j'ai eu mes 3 fontaines, donc j'ai pu la jouer. Sauf que elle est pas full power. Ah bien là non. Parce que celle-là, elle me pose quelques soucis. Je n'en ai que 2. Évidemment, bah, comme j'en jouais que 2 à l'époque, il faut la jouer x3 en vrai. Parfois en 2, parfois en 3, ça dépend. Moi, je la jouais en 2 parce que je n'en avais que 2. Et là, bah, il y en a une qui se retrouve maintenant dans le classeur. Et ben, j'en ai plus qu'une qui est jouable. Fontaine, pareil maintenant, pointe runique. Alors, dans la série archétype, ouais, c'est vraiment un archétype de merde. Hein. Mais, il y a un contre-coup qui est très chiant. C'est-à-dire que c'est vraiment un archétype qui contredit le format actuel. Et franchement... je me plaignais de Magie de Musquet et de... Enfin, Daimithril se plaignait de Sky Striker. Moi, je me plaignais de Magie Musquet. Cet archétype couple à peu près les 2 mécanismes de merde.
un abus de magie très fort et un recyclage abusif, plus activation pendant le tour adverse abusif. On a surtout ça. Hein. Côté magie musquée, c'est le fait d'activer depuis la main pendant l'adversaire. Ça, c'est chiant, j'ai jamais toléré. C'est pour ça que j'aime pas Infinity Imperm. Donc imaginez moi jouer ça. Et le côté Sky Striker, c'est le fait qu'il se recycle, qu'il repioche à fond et qu'il refait chier le monde. Donc évidemment, à la base, cet archétype est basé sur détruire les cartes adverses, empêche l'adversaire de jouer le plus longtemps possible, parce que le but c'est de le mettre au deck out, parce que tu dois sauter ta battle phase automatiquement dès que tu actives une magie. Donc n'oubliez pas à votre premier tour de dire battle phase avant de jouer vos trucs, sinon ça pue. Et ils ont tous le même effet, sauf la magie continue et le terrain, c'est d'invoquer spé à une de ces créatures. En sachant qu'il me manque la dernière. La niveau 9, j'imaginez n'importe quelle de ces cartes magie rapide. Si vous n'aimez pas l'effet de destruction de deck adverse, vous pouvez invoquer littéralement une fusion de niveau 9. Même si on la voit pas très souvent, elle reste assez forte, mais compliquée à jouer. C'est Sleipnir. Mais sinon, je pense que vous avez compris le truc, c'est d'invoquer des syntoniseurs, vous invoquez cela, vous faites vos niveaux et vous abusez du synchro en exploitant l'extra deck uniquement pour ces cartes là. J'ai joué avec plein de trucs, j'ai tenté avec Magie Musquée justement pour juste le troll, une seule fois. J'ai joué avec Sky Striker très souvent. Le problème c'est que la synergie c'est qu'il faut se mettre d'accord sur quelle carte doit prendre l'extra deck. Si vous utilisez une link Sky Striker, ben, vous ne pouvez pas utiliser vos fusions runiques pour vous protéger. Je l'ai joué, comme j'ai dit, alors c'est le format compétitif que j'ai joué au CDF, mais pas au main event parce que j'ai pas pu y participer, mais dans un side event qui s'appelle la Giant Card. J'ai joué avec le deck out Dynamite DD, donc c'est du burning. J'ai fait que 2 rounds parce que c'est un cache-tira qui m'a GRT du tournoi, c'était à élimination directe. Le premier c'était âme du vainqueur, mais je ne le connaissais pas et il y avait pas les derniers supports. Et de 2, Runic est un counter naturel d'âme du vainqueur et je l'ai bien compris. Donc voilà, comme j'ai dit, le but c'est de deck out l'adversaire ou de bannir suffisamment de cartes adverses pour abuser avec des Zaigirine, des Baronnes de Fleurs ou encore Shen Yung, un épée. Parce que dès que tu bannis une carte adverse, même depuis son deck, tu peux activer son effet pour bannir une carte de son terrain et une carte de son cimetière. Donc voilà. Bon, rien d'autre à dire sur Runic que j'ai joué, c'est le dernier quoi. Ah c'est même cet archétype que j'ai joué avec la version Albaz Zark. C'est pour ça que j'avais encore besoin de Formidable Ecclesia à ce moment-là. Ouais, j'adore jouer des archétypes vraiment trolls quoi. Je suis pas là pour la jouer compète, je suis vraiment là pour m'amuser, mais franchement ça... tu peux pas jouer un archétype où quand tu sais que tu as la gagne et que l'adversaire peut rien faire, tout ce que tu peux faire c'est essayer de lâcher le plus vite possible, sauf que ce deck ne le peut pas. Donc tu passes pendant 5 tours, tu sais que tu as gagné, mais pendant les 5 prochains tours, tu confirmes que c'est toi qui as gagné. Donc voilà, c'est le format actuel, c'est soit un deck qui dit dès le tour 2 tu as gagné et je te le montre, soit tour 2 tu as gagné, mais ça prend quand même du temps de t'achever. Et donc pour résumer Runic, donc 15 cartes référencées, il me manque Sleipnir, donc la fusion niveau 9 qui peut s'invoquer avec une seule carte, c'est complètement fou. Alors oui, bon ça c'est parce que j'ai joué qu'une seule fois. C'est le dernier vrai deck avant que je commençais à dire vraiment stop. Parce que c'est le lore Albaz encore une fois. Avec le lore Visa Starfrost du MR5, c'est vraiment chaud. Je vais la montrer parce que voilà. Oh là là. Surtout ça l'anecdote, c'est lui l'anecdote. Sorti dans l'OTS numéro 21, le Spike du bleu. J'avais quelques soucis parce que j'en avais aucune. J'ai essayé de la choper en secret, je l'ai jamais eu. Et je sais que Mercure il a dans sa collection une secret. Mais aujourd'hui je peux vous dire que la secret de Mercure je n'en ai absolument pas besoin et j'en ai rien à péter parce que l'OTS 21 est sorti. Et pendant
4 semaines, il s'est passé une dinguerie. C'est-à-dire la première fois, j'ouvre 2 OTS parce que je suis mauvais. J'ouvre 2 OTS, je chope un sprite du bleu en ultimate. La semaine d'après, littéralement, j'ouvre 2 OTS, je chope un blue ultimate. La troisième semaine, j'ouvre 2 OTS, je chope un Fenrir que je tire en ultimate. Ça change. Mais je l'ai changé contre un Fenrir en anglais ultra plus un bonus. Donc ça vaut le coup. Et quatrième semaine, j'ouvre 2 OTS, je rechoppe un sprite du bleu ultimate. C'était mon jour de chance, cet OTS, c'est incroyable. La seule carte qui m'a manqué, c'était le Charlamont. Et le Charlamont, je l'avais pas. Je l'avais pas parce que Mercure est passé par là. Merci Mercure. Donc voilà, c'était surtout ça. Et pour l'anecdote, il était important pour moi que je la joue au moins une fois, sinon j'aurais fait scandale à la boutique en disant j'ai des ultimates mais je m'en sers pas. Un playset de blue, ça se baptise. Je pense que tout le monde est d'accord, quand vous avez un playset d'ultimate, vous en foutez, même si vous faites un deck de merde, vous jouez l'archétype. Je l'ai joué avec Live Jumelle que j'avais présenté, c'est pour ça que je la présente pas aujourd'hui. J'ai présenté le Live Jumelle, donc avec Sony la balance, etc. cette fois. Et du coup, voilà, il y a un peu de tout, du sprite de l'elfe. J'ai vérifié les boîtes, etc. Non, j'ai un playset. Sprite de Spring, j'ai le playset. Sprite de géant, j'ai maintenant le playset. Merci Mercure pour tout ça. Sprite du bleu, je m'en fous. Et du coup, le sprite 13 cartes référencées, elle est à jour. Je l'avais déjà à jour. Mais avoir un playset, c'est mieux. Merci Mercure. Ah, j'ai oublié aussi qu'il y avait les MP. MP, donc démarreur, j'utilisais quasiment pas en vrai, j'en avais quasiment pas. C'est Fracas que j'ai beaucoup utilisé. Alors, il nous reste 2 archétypes. Je sais plus le dernier, maintenant que je viens de voir celui-là. Ah, le Siornalich. Ça, c'est un archétype que Araka aurait été là, il aurait kiffé de voir que j'ai joué cet archétype. L'archétype Terre d'Or. Et oui, je l'ai joué au moins une fois ou deux. Mais j'avais un problème. Et le problème, cette fois-ci, c'était ce petit connard. J'ai toujours eu des problèmes. Et c'est généralement, comme vous avez pu voir, c'est vraiment la carte la plus importante qui me manquait à chaque fois. Et bah pour cet archétype, c'est le monstre. Et oui, il a fallu attendre max gold pour que j'en ai enfin personnellement. Parce qu'à chaque fois, on devait me les prêter, les Siornalich. Et vous pouvez voir que 25e anniversaire Arte m'a fait un petit cadeau. Que j'ai la version alternative que j'avais en max gold et maintenant je l'ai en ultimate. Évidemment, ce qui est bien, c'est que comme il a une artwork alternative, bah, je peux la jouer x3. 2 d'une version et une de l'autre. Vive les artworks alternatives pour pouvoir rejouer les archétypes que je ne peux plus jouer parce que je suis limité à 2. Et du coup, bah, sur la liche, à part dire que je l'ai couplé avec le monde zombie Balardoche, non, je n'ai pas joué méta, j'ai juste joué fun avec le deck de structure zombie. Et c'est fun, ça reste fun à jouer quand même sur la liche. Mais comme il est dépendant que de la créature sur la liche qui est sur le terrain, parce que sinon ça serait complètement abusé. Voilà quoi, après c'est un peu comme au unique mais avec des pièges quoi, ça détruit des cartes, ça réduit l'attaque à 0. Vous savez les magies musquées, bah, ils ont exactement les mêmes effets. Et c'est ça qui est pénible aussi, c'est que voilà, t'as un contre-piège, t'as une attaque réduite à 0, une destruction de cartes, c'est exactement les mêmes putains d'effets que magie du musqué, c'est juste la mécanique qui est différente. Donc sur ce coup là je trouvais qu'ils étaient en manque d'inspi. Mais par rapport à mes musqués qui sont des démons lumière, là on avait des zombies qui pouvaient se coupler avec d'autres zombies. Ils ont voulu rattraper le coup en disant c'est quand même différent grâce au mécanisme du monstre et de sa version fusion assez difficile à invoquer mais au final extrêmement puissante. Donc pourquoi on le fait pas avec la fusion de base. La terre d'or, tout ça. Un autre à dire là-dessus. Hein. Donc sur Nalich ou Terre d'Or comme je l'ai appelé sur mon tableau, 13 cartes référencées, aujourd'hui elle est à jour, mais ce putain de monstre j'ai eu du mal par rapport à tout le reste. Et oui j'ai oublié ça, et ce qui allait avec le Lyrilusque. Ah, je suis un peu con hein. C'était le dernier archétype que j'ai couplé avec Lyrilus, et oui, ça c'est méta. J'avoue que les Lyrilus, je les ai quand même joués méta, pas très longtemps, mais je les ai joués méta. Avec les Tri-Brigade, sauf que je jouais les Lyrilus, Tri-Brigade, Numéron. Mais Numéron, c'est pas dans l'archétype de base, mais après le reste, c'est fort.
Tribregard que donc j'ai vu beaucoup d'expérimentation. Hein, on l'a vu avec Mersourure, on l'a vu avec Bel Gladiateur, on l'a vu avec Zodiac aussi. Et au final, ben, ils ont eu le coup de cœur pour le Lyrilusc. On a vu au CDF 2022, ça m'a fait plaisir. Jusqu'en demi-finale. C'est dommage, j'aurais tellement aimé qu'elle aille aussi loin parce que c'est quand même. Je crois que c'est le seul archétype que j'ai vraiment apprécié du lore Albaz et Visa Starfrost. Les autres me déplaisent dans le sens où. Peut-être Griffrayer que j'aime bien parce que quelqu'un aime bien jouer Griffrayer, mais tous les autres archétypes du MR5, non, je suis désolé, mais le format fait que je le déteste. Que dire par les anecdotes Shureg. Alors c'est drôle, merci Mercure, mais cette fois pour me rendre le Shureg que je t'avais donné. Parce que oui, Shureg, je l'ai ouvert x3, j'avais un playset en secret. Et Mercure, il voulait aussi faire le Tree Brigade. Et je me rappelle, j'y avais filé la secret, la troisième. Parce que j'en avais besoin que de 2 à l'époque. Et j'en ai ouvert après en ultra, mais quand j'ai revu, c'est vrai, quand j'ai vu la Shureg en secret, hors stream, de Mercure, j'ai dit mais putain, c'est vrai que c'est moi qui lui avais filé à l'époque. Merci Mercure de me rendre mon Shureg. Ça me refait mon playset en secret. Alors la difficulté c'était Ferigit. Toujours eu un problème Ferigit. Cette fois c'est pas le gros boss, c'est l'ultra qui m'a posé problème et pourtant c'est elle avant le nouveau support que j'ai eu un peu de mal aussi. Mais bon, elle était en super, elle était facile à choper. Par contre le Ferigit, difficile quand les gens ont du mal à la lâcher. Celle-là ça va parce qu'elle est en super, donc facile à trouver, mais j'arrivais pas à l'ouvrir. Ferigit non plus. Donc faire un illustré Brigade sans les Link 2, croyez bien, c'était chiant. Mais j'ai fini par avoir ces cartes et pouvoir jouer l'archétype. Surtout, j'ai insisté sur le côté Lyrilus que plus sur le côté Tribrigade. C'est pour ça que c'est méta, mais par rapport au Runic qui était vraiment méta de mon côté, méta prêt à jouer vraiment en WSQ par rapport à là. Évidemment, la seule carte MP que j'ai joué. J'en jouais 2, mais je vous dis, moi, le format MR5, depuis le MR5, j'ai pas arrêté de faire que des conneries. Donc révolte en prisme, on est content. Surtout cette carte qui est assez rigolo. Rendez-vous Tree Brigade, faut que j'en parle. J'ai joué pendant très longtemps, Rendez-vous Tree Brigade. Et ça résume à peu près le MR5 depuis le MR5. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai arrêté vraiment en mode tournoi parce que je vous lis l'effet exprès. Ciblez un nombre de votre choix. Un nombre de votre choix de monstres bêtes guerriers et ou bêtes ailés liés que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, ils gagnent 700 d'attaque. Si un ou plusieurs monstres bêtes guerriers ou bêtes ailés que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Alors le côté anti-destruction ça allait, c'est le côté boost d'attaque que j'ai merdé. Parce que j'avais pas compris qu'il devait être lié. Et du coup j'ai activé l'effet de boost d'attaque de la même manière que je devais la bannir pour protéger la destruction. Finalement en l'ayant bien relu, le côté protection de destruction c'est ça que j'utilisais le plus souvent. Tant mieux, par contre le boost d'attaque c'est l'abus. Et c'est là le problème du MR5, c'est que les effets sont tellement bordéliques que j'arrive plus à suivre. Le mec en face de moi, on arrive à un point où s'il me dit je vais tuto une carte et je gagne 2 duels, je serais capable de dire ouais, vas-y, y'a pas de problème. Pas gagné léger. Bon, la dernière c'est. Alors ça c'est moche. Hein. En anglaise. Je les ai en super. En français, mais en secret elles sont tellement plus jolies. Hein. Merci Mercure. C'est les cartes de. Je savais même pas que le Bassou. Cette carte là elle était en secret à la base et elle a été rééditée en rare. PHRA, je vais vérifier si je suis vrai que c'est un PHRA. Hein. Ouais, non, elle était bien en secret. Ce qui me manquait, et c'est les Teambox qui m'ont permis de l'avoir en rare. Donc, du coup, Tree Brigade, 17 cartes référencées et elle est actuellement à jour. Voilà. Et vous voyez qu'il y a épreuve de force Tree Brigade qui prouve le lien avec le Loral Base. Et la petite dague qui a énervé Mercure à l'époque parce que cette dague était la grosse preuve avec Mirror Jade que les jades
Ouais, Jade Glace faisait partie du lore. Et là on voit Ecclesia parce que c'est le début. C'est le moment où Ecclesia et Albaz quittent la nation Dogmatica avant de devenir les Despia et puis les Bestiales. Enfin, le bordel qui est à la fin de ce chapitre. Ben voilà, j'ai fini. J'ai fait tout le tour de tous les archétypes que je jouais qui maintenant vont aller, on va pas dire moisir dans les classeurs parce que ça se fait pas, c'est pas de ma collection. Voilà, ils vont tranquillement prendre leur retraite en quelque sorte. Sauf peut-être un d'entre eux qui risquerait de faire le gros coup de gueule. Mais bon. J'espère que ça vous a plu la pauvre parole. Deuxième. Voilà. Moi, c'est un résumé à peu près ma vie de dueliste, surtout depuis 2017. Parce que oui, il y avait encore un autre archétype que je jouais. Mais que je peux pas vous montrer parce que c'est pas un archétype à proprement parler, même si ça pourrait en être un. Il venait de la Gold de série 1. Première sortie. Enfin, il y avait une autre sortie, je crois, mais c'était pas en français, c'était que en anglais à l'époque. Je vous résume à peu près, c'était des cartes comme Nuée de Sauterelle, Nuée de Scarabée, Grenouille Flip-Flap après plus tard, Gardien Sphinx, etc., etc. Je veux dire, c'est un archétype qui jouait sur je retournais mes cartes face recto parce que j'ai fait une invocation flip. J'active des effets qui détruisent des cartes adverses et après je pouvais les retourner à nouveau face verso parce qu'ils n'avaient pas les dégâts nécessaires. Avec l'oiseau furtif, de la Kuda pioché 1, oiseau furtif qui infligeait 1000. Donc voilà, j'appelais ça le deck effet retournant, mais il y a tellement de cartes effet retournant, donc beaucoup qui sont dérochés parce que il y a eu le deck de structure mais qui ne tourne pas autour de Nuée de Scarabée, Nuée de Sauterelle. Qui est difficile encore pour moi de prendre la décision de nommer un archétype qui réunit toutes ces cartes là, mais c'est un archétype que je jouais qui date il y a très longtemps et qui m'a fait haïr justement les monarques parce que les monarques passaient outre ma défense. C'est pour ça que je détestais les monarques dans l'histoire, parce que les monarques dès le début ils foutaient déjà la merde dans mon style de jeu, mais il faut ça quand même dans Yu-Gi-Oh, donc c'est pour ça que le format actuel est bien pire que le format je sacrifie, j'invoque par sacrifice et je gâche mon invocation sacrifice pour t'infliger des dégâts et après derrière attaquer. C'était une époque où je pouvais pas supporter ce genre de truc. Vous comprenez, des cartes comme Tempête des Monarques, je les déteste, c'est pas pour rien. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si vous avez votre coup de gueule, surtout pour l'archétype, vous savez lequel, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ne soyez pas triste, hein, c'est pas parce qu'ils sont rangés dans les classeurs que j'arrête à 100% Yu-Gi-Oh! Quoi qu'il arrive, si je joue, vous savez que c'est pas full power, c'est vraiment des archétypes où ils auront pas plus de 2 cartes parfois. Parce qu'il n'y a pas d'artwork alternative. À moins que Konami s'amuse à faire, voilà, toutes les cartes ont un artwork alternative. Là, je pourrais rejouer toutes les decks full power. Il est possible aussi que je change d'avis parce que pour l'instant, ces archétypes sont dans ce classeur. J'ai beaucoup hésité à vouloir les mettre dans les archétypes classiques après derrière, mais pour l'instant je vais les laisser dans leur classeur chéri. En attendant que peut-être qu'un jour la flamme va se rallumer, mais voilà, en attendant, repos, mes braves soldats, vous avez été excellents pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, on va rester en mode collection, tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, évitez des pouces rouges quand même, pour pas faire un scandale non plus, hein, c'est pas ce qu'on cherche. Oui, on dit tous ces decks là, on veut le revoir jouer, pouce rouge, non. Vous pouvez le mettre en commentaire, mais ne soyez pas négatif. Vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement, mais pas à ce point-là. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est pas le dernier épisode de collection, j'ai d'autres classeurs encore à présenter, qui seront vraiment des cas particuliers, cette fois ce ne seront pas des archétypes jouables, ce seront d'autres styles, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça et vous allez voir qu'il y a d'autres secrets, d'autres ras-le-bol aussi de ma part à présenter parce que j'avais dit le métaphiste posséder une vingtaine de cartes. Dans les prochains épisodes, vous allez voir des archétypes qui ont beaucoup moins de cartes. Et donc voilà, faut crier pas content à Konami, sortez des supports à des archétypes qui mériteraient d'être jouables plutôt que de ressortir la 74e support aile noire quoi. C'est désolé, c'est les ailes noires qui prennent, mais je pourrais dire la même chose pour DDD, pour Pot Artiste. On en a gros.
Il y a déjà 15 pages là, c'est bon. Mais bon, il faut bien que Konami sorte des cartes pour que les gens achètent et améliorent encore plus les archétypes phares plutôt que les archétypes à l'abandon. Comme Nuagien, comme Force Arcane. Ils ont essayé Force Arcane, hein, mais c'est pas bon. Bon, enfin bref, voilà, au moins ils essayent. Sur ce, je vais vous les laisser là et on n'oublie pas la prochaine. C'est la semaine prochaine, le prochain rendez-vous. C'est le lore Héritage du Monde, ça y est, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à mémoriser ce que je dois dire et c'est bon. Donc voilà, je fais pas que de la collection, je fais aussi des à travers les cartes. Donc voilà, le lore Héritage du Monde, ça y est, il arrive. Normalement, il est annoncé samedi prochain. Et je fais aussi des openings. La preuve, quand j'ai dit, voilà, il y a des trucs que j'arrive à ouvrir et d'autres non, je les fais en live. Voilà, sur ce, moi je vous dis, ciao ces gens.